Il paraîtrait que la sextape de Kim Kardashian aurait fait décoller sa carrière. J'ai même entendu dire que les sextapes de Pamela Anderson auraient détruit sa carrière. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 59 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Que vous les ayez vus ou pas, vous en avez forcément entendu parler. Kim Kardashian, Pamela Anderson, Paris Hilton, Colin Farrell, Benjamin Griveaux, qu'ils soient acteurs, chanteurs, sportifs ou politiciens, personne n'est à l'abri de voir sa vie privée exposée sur Internet. Cette semaine, place aux sextapes de célébrités. It's Britney Bitch. En 3 mots, je viens de vous balancer l'une des punchlines les plus iconiques des années 2000, l'introduction du tube Gimme More de Britney Spears, diffusé pour la première fois en août 2007. Un refrain entraînant, vous entendrez notre Britney internationale déclarer « Pendant qu'on danse sensuellement, il continue de regarder, on dirait que la foule dit « Donne-moi plus ». On fait un mini saut dans le temps, en novembre 2007, où cette même Britney Spears sort un nouveau tube encore plus explicite, « Piece of Me ». Je cite « Je suis Miss American Dream depuis l'âge de 17 ans, qu'importe que je me dépêche pour aller sur scène ou que je m'éclipse aux Philippines, ils vont encore mettre des photos de mon derrière dans les magazines. » En quelques phrases, les choses sont dites. Britney lâche une vérité qui 15 ans plus tard n'échappe plus à personne. Britney n'appartient pas à Britney. Comme une prophétie dont on serait bien passé, c'est à peine 1 an plus tard qu'elle sera placée sous tutelle. Bon, maintenant sa tutelle est terminée, mais pendant plus de 13 ans de silence, Britney a appartenu entièrement au public, aux fans, aux paparazzi. Malgré quelques photos un peu dénudées de Britney prises à l'arrache par les paparazzi sans le consentement de la principale intéressée, il n'aura pas fallu plus qu'une fascination malsaine pour faire de la vie d'une jeune chanteuse un cauchemar. Nous baignons dans la culture du sexe, même si on n'a pas vraiment envie de le reconnaître. Mais ce que j'adore est qu'après avoir été des objets de fantasme dans les industries culturelles, enfin, elles le sont toujours malheureusement, les femmes reprennent le pouvoir en mettant sur le devant de la scène une sexualité filmée, chantée, écrite. La frontière avec le politiquement correct est chaque année un peu plus repoussée, mais éclate dès que les choses deviennent un peu explicites. Je vais faire une petite démonstration à travers des exemples musicaux. C'est mon moment n'importe clip. On peut citer WAP de Cardi B feat. Megan Thee Stallion, sorti en 2020, qui dégouline de sexe sur fond de placement de produits pour sextoy. On peut remonter un peu plus tôt avec Nicki Minaj en 2014 et son tube Anaconda, qui avait fait exploser les internets avec des paroles explicites et des twerks enflammés. On continue de remonter le temps en 2001 avec I'm a Slave for You de Britney, qui cassera son image de petite Miss American Dream. En 1992, Madonna défraie la chronique avec son album Erotica et le très célèbre Justify My Love. On peut encore remonter plus loin en citant Sabrina en 1987, qui s'amuse dans une piscine, la poitrine quasi à l'air en scandant « Boys, boys, boys ». Décennie après décennie, ce sont plusieurs artistes féminines qui tentent de montrer leur vision de la sexualité avant que le public ou les paparazzi ne leur collent des étiquettes sexistes et clichés. Mais la fascination l'emporte et comme le chante Britney, on reste dans une culture du gimme, gimme, more. Mais que se passe-t-il quand on franchit la barrière du politiquement correct, quand la sexualité est montrée brute, sans filtre et surtout sans consentement? Que se passerait-il si demain, on voyait popper sur internet une sextape de Scarlett Johansson, d'Ariana Grande ou même de Lena Situation? Vous savez pertinemment qu'il y aurait un avant et un après et que ces images ne quitteraient pas l'imaginaire collectif tant ces personnalités fascinent, chacune dans leur domaine. Suite à toutes les recherches que j'ai faites, toutes les sextapes que j'ai découvertes, je n'ai qu'une chose à dire. Foutez la paix aux célébrités. Non, pas aux célébrités en fait, aux femmes. Foutez la paix à Pamela Anderson qui a subi un chantage dont elle n'est pas responsable et qui a vu sa carrière voler en éclats. Foutez la paix à Paris Hilton qui s'est retrouvée dans une relation toxique à 19 ans au point d'accepter de faire une sextape. Foutez la paix à toutes ces femmes qui se sont retrouvées malgré elles en compagnie d'hommes célèbres sur des images explicites qui ne quitteront plus jamais Internet et surtout leur vie. Ne voyez plus les femmes célèbres comme des sex symboles, des fantasmes sur talons 18 cm, des physiques avant des talents. Faites-en des personnes pour qui vous avez de l'admiration et de la reconnaissance pour ce qu'elles vous apportent. Tout ça commence par ne jamais pénétrer leur intimité. Et si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, vous pouvez toujours écouter du Britney Spears. Ça mange pas de pain.
Veuillez s'il vous plaît décliner votre identité. Je vous demande d'accueillir Pamela Anderson. Que saviez-vous de Monsieur Lee avant de le rencontrer? Je savais que c'était le batteur de Motley Crue. Vous l'avez trouvé séduisant. J'ai adoré son sourire. Et je l'aime toujours. On est fait l'un pour l'autre, Pamela. À l'amour éternel. Nous sommes récemment entrés en possession d'images très intéressantes. C'est super intime. On regarde un truc qu'on n'aurait jamais dû voir. Personne n'a jamais fait fortune avec la sextape d'une célébrité. Et si on la vendait tout en restant anonyme? Un site web. Un site quoi? C'est un truc sur ordinateur où les gens pourraient nous commander directement la vidéo. Waouh, c'est tellement sexy. Qu'est-ce que c'est ce truc? Combien il y a de copies qui circulent? Des dizaines peut-être? Des copies pirates fleurissent partout sur le web. T'as pas l'air de comprendre à quel point c'est important. Je suis autant que toi sur cette vidéo. Mais c'est plus grave pour moi. Comment ça, plus grave pour toi? Ça fait 1 an qu'on attend de faire cette émission, plus exactement depuis la diffusion de la série Pam et Tommy sur la plateforme Disney+, en début 2022 si je ne m'abuse. Et ça fait une petite année qu'avec Mina, on processe à lancer une émission sur les sextapes de célébrités, un sujet qui est toujours sous le feu des projecteurs, un sujet qui est toujours plus ou moins d'actualité. Par exemple, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on vient de découvrir qu'Aya Nakamura avait déposé une plainte pour un chantage à la sextape. C'est quelque chose qui est rentré même dans le domaine des internets et de l'illégalité, avec en 2016 le fait que l'État reconnaisse que le revenge porn est une pratique punie par la loi qui se fait de plus en plus. Donc voilà, on s'est dit, autant faire une petite émission de ces pornos de célébrités qui ont marqué les internets, voire qui ont même révolutionné la pop culture de manière plus générale pour certaines. Si c'est un sujet qui est aujourd'hui encore d'actualité avec le revenge porn et la diffusion de vidéos ou de photos dénudées sur Internet, eh bien c'est quand même un phénomène qui existe depuis bien longtemps. Et comme tu l'évoquais Jade, Pam et Tommy, c'est quand même un couple un peu phare du dévoilage de sextape. On va bien évidemment commencer par eux, même si, vous allez voir, on va revenir plus ou moins proche dans le temps au fur et à mesure. On va évoquer de nombreuses stars féminines pour la plupart qu'on a découvert sur des sextapes. Mais on va commencer par Pamela Anderson et Tommy Lee. Pamela Anderson, bon, je pense qu'il n'y a plus forcément besoin de la présenter aujourd'hui. Donc, à l'époque, on va revenir un petit peu. Début années 90, Pamela Anderson est une modèle un petit peu de charme, et la bimbo blonde américaine que tout le monde s'arrache, que tous les tabloïds adorent suivre. Et surtout, c'est l'actrice phare d'Alerte à Malibu, où elle tient un des rôles principaux. C'est le fameux rôle de la blonde avec son petit maillot rouge des familles qui va sauver des vies. Donc, Pamela Anderson est très connue pour ça, est une personnalité très appréciée, j'ai l'impression, quand tu regardes un petit peu la presse qu'il y avait à cette époque. Elle a comme vocation de devenir une plus grande actrice, d'aller vraiment sur des films un petit peu plus ambitieux et de ne pas éternellement jouer la bimbo blonde en maillot de bain sur la plage. Ouais, ce qui était un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'elle est devenue populaire notamment en étant Playmate du mois en 1990. C'est vrai qu'avec son physique et sa forte poitrine, c'est un petit peu difficile de sortir de ce côté très sexy, la meuf qui est belle, qui est blonde, l'américaine par excellence. Mais c'est vrai qu'en 92, avec son rôle, ça lui permet de rentrer dans le petit milieu de l'audiovisuel et de la télévision. Et surtout, sa vie va changer en 1995 quand elle va rencontrer Tommy Lee, qui est un peu le bad boy rocker, il est batteur de hard rock. En fait, ils vont se marier extrêmement vite, c'est-à-dire 4 jours après leur rencontre, à ce qui paraît. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un couple qui est vraiment scruté, déjà parce que donc elle était assez célèbre. Et comme tu le dis, je pense qu'elle était assez... je pense qu'il y avait une certaine bienveillance de la part des médias. Alors, on reste sur des médias, notamment People, mais les gens l'appréciaient, elle était suivie, les gens voulaient savoir ce qu'elle faisait. Et donc, quand le couple se marie, il est scruté un peu de partout. C'est vraiment un couple qui est sulfureux, on est un petit peu sex, drug and rock'n'roll, on va pas se mentir. Donc ils vont être suivis par les paparazzis pendant un bon moment. Et après ce mariage, ils vont passer leur lune de miel à Cancun. C'est là qu'ils vont prendre une décision de jeunes mariés qui au final vit dans la passion et se kiffent. Il va y avoir une caméra et ils vont se filmer pendant plusieurs moments de leur lune de miel, notamment lorsqu'ils feront l'amour.
Et il décide du coup de garder cette petite cassette bien au chaud dans un coffre-fort quand il rentre à Los Angeles et que Pamela Anderson décide d'emménager avec Tommy Lee. Donc ils décident d'emménager ensemble au printemps 95, très peu de temps après s'être mariés, et ils font appel à des ouvriers pour faire des travaux, ce que tout le monde fait jusqu'à présent, rien de bien folichon. Mais on a un petit problème, c'est que Tommy Lee, il est un petit peu réputé comme étant assez sanguin, assez nerveux, assez irrespectueux sur beaucoup de choses, et il s'embrouille malheureusement avec l'un des ouvriers du chantier qui s'appelle Ren Gauthier, qui va être l'acteur majeur finalement de toute cette histoire. Et voilà, il décide de s'embrouiller avec Ren Gauthier parce que il a pas voulu le payer et qu'il lui devait $20,000 et que Ren Gauthier était pas content, et ça se comprend. Donc Ren Gauthier, c'est pas n'importe qui non plus, c'est un acteur raté qui a une petite carrière dans le porno. Ceci aura son importance pour la suite de l'histoire. Il avale très très mal le fait que il va pas toucher ses $20,000 alors qu'il a bien fait les travaux. Il va voir Tommy Lee avec son patron, Tommy Lee, qui, gentiment, avec un fusil braqué sur le visage, lui dit d'aller se faire foutre. Complètement défoncé aussi, apparemment. Ouais, apparemment, il se défonçait beaucoup. En tout cas, des retours que, en fait, Ren Gauthier s'est vachement prononcé sur toute cette affaire. Il y a plusieurs interviews de lui où il disait qu'apparemment, Pamela Anderson et Tommy Lee étaient complètement défoncés H24, soit en train de ken, soit en train de se défoncer, soit en train de faire n'importe quoi, d'être en soirée. Enfin, ils étaient sur une autre planète. C'était une autre époque également. Donc du coup, Ren, il n'est pas très très content, et il a remarqué en faisant les travaux une chose, c'est le coffre-fort de Tommy Lee, le coffre-fort qui abrite des bijoux, des armes, voilà, de quoi en tout cas réparer le préjudice de $20,000 qu'il n'a pas touché. Sauf que le problème, c'est que Rang, il est très informé sur déjà la construction de la maison, et c'est notamment lui, en tant qu'électricien, qui s'est occupé d'installer toutes les caméras de surveillance. Quand il va décider de se venger et de récupérer son dû à travers ces coffres, il sait très bien par où passer, de quelle manière. Et alors, Jade, toi tu as vu la série, donc je sais que la série a fait un peu polémique, notamment le retour de Pamela Anderson là-dessus, qui était assez contre la sortie de cette série. Mais à ce qui paraît, j'ai entendu dire qu'il s'était déguisé en chien. Eh bien, apparemment, c'est vrai. J'ai retracé ça. En tout cas, c'est montré dans la série telle quelle. Et j'ai regardé des interviews. Et apparemment, en effet, il se serait mis une peau de bête. En fait, le braquage s'est fait en 95, la nuit d'Halloween. Et pour tromper les caméras de surveillance, c'est les vigiles, il aurait revêtu une sorte de peau de bête pour se faire passer pour le chien du couple. Et c'est passé crème. Tellement rocambolesque cette histoire. Franchement, en fait, il y a plein de zones d'ombre dans le sens où en fait le coffre-fort il est tellement énorme que même tout le monde se dit mais comment le mec il a pu faire le coup tout seul. Mais en fait, il a enlevé le coffre-fort, il l'a vraiment volé entre guillemets. Donc comment est-ce qu'il a fait pour transporter ça aux yeux et au nez des caméras de surveillance avec juste une peau de bête? Il y a plein de zones d'ombre comme ça où on sait pas vraiment comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Il vole le coffre-fort, il l'ouvre, il découvre des armes, des bijoux, mais surtout une petite cassette. Et du coup, il va regarder un petit peu cette petite cassette et il voit Pamela Anderson et Tommy Lee en train de s'envoyer en l'air pendant... Non, pas s'envoyer en l'air en vrai, on va revenir sur le contenu de la sextape. Mais en tout cas, il voit un moment intime, 58 minutes de la nuit de noces et même du voyage de noces de manière générale de Tommy Lee et Pamela Anderson. Et là, ça fait bingo. Il se rend compte qu'il a vraiment le ticket de loterie dans la main, quoi. Donc, il sait pas trop quoi en faire. Et comme je l'ai dit précédemment, il a une petite expérience dans le porno, notre copain Rand. Et du coup, il a des contacts, dont Milton Hingley, qui est un réalisateur de films pour adultes. Et il va le voir en lui montrant ça, en lui disant « Écoute, gars, j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que vraiment, il faut qu'on fasse tourner ça, il faut qu'on monte, il faut qu'on vende, il faut qu'on en fasse quelque chose. À l'époque, la seule manière qu'on avait de vraiment montrer ce genre de choses, c'était finalement de passer par les grands médias, sachant qu'on est en 95, on est doucement dans le lecteur cassette, Internet va devenir ce qu'il est un petit peu plus tard, notamment grâce à cette histoire, mais... on n'a pas de moyen de diffuser de l'image comme ça. À la limite, on va diffuser des screens ou des captures d'écran dans les magazines, mais on peut pas diffuser de vidéos, c'est pas possible. Donc Milton Hingley, il réfléchit un petit peu, il refuse d'éditer le film, il refuse de sortir le film en cassette, c'est trop de risques, il a pas envie de se retrouver avec une poursuite au cul. Donc du coup, il va faire un petit peu lui-même le tour de ses contacts pour essayer de la diffuser, mais personne veut prendre de risques, c'est chaud. Et surtout que, entre-temps, 2 mois plus tard, Tommy Lee et Pamela Anderson se sont rendus compte que le coffre avait été volé. Je sais pas, ils sont redescendus un soir, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont vraiment mis 2 mois à s'en rendre compte apparemment. Et ils ont lancé des détectives privés. Tommy Lee est très ami avec les motards de Hells Angels, qui apparemment étaient pas des tendres à l'époque. Donc voilà, c'est un petit peu chaud, c'est un petit peu tendu. Les principaux intéressés savent que ça a été volé et ils veulent vraiment récupérer leur cassette.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que Hindley et Gauthier, finalement, ils décident de diffuser la sextape sur un truc pas encore très développé à l'époque, qui s'appelle Internet. À l'époque, Internet, c'est à peu près 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est rien. C'est nada, c'est niente, c'est rien. Ils vont aller emprunter de l'argent à une famille de mafieux. Ça va avoir son importance également dans la suite de l'histoire. Et ils décident de vendre en fait des cassettes en passant par Internet, en faisant en fait un système de commande où ils mettent en place un site web. Ils ont pris 2-3 noms de domaines différents et ils décident de vendre la cassette $59,95, sachant qu'ils ne faisaient pas passer les paiements par des cartes de crédit, mais il fallait passer par des paiements dans d'autres crédits. En tout cas, c'était un bordel sans nom. Et en gros, c'est un système de commande. Pour revenir sur les intitulés de sites, c'est vrai qu'ils vont créer plusieurs sites, typiquement pamsex.com, pamly.com, pamsextape.com. Donc en fait, c'est vraiment comme ça qu'ils vont diffuser un peu à l'ancienne finalement. C'est-à-dire que tu réserves sur Internet où on te donne la démarche, à qui tu dois payer, combien. Et alors si je dis pas de bêtises, moi j'ai vu que c'était à peu près $500 la cassette. $500 la cassette ? Non, c'est 59,95. Ah, 50. Ok, d'accord, 59,95, ok. C'est ça. Alors, c'est important que vous notiez bien que là, on ne parle pas de stream. On ne parle pas d'une vidéo où les utilisateurs ont accès. C'est un site de commande. Le mec, après, va emballer sa cassette, il en fait plein de copies. Il a une commande sur Internet, sur les sites qu'il a créés. Il va l'emballer dans son petit courrier, il va à la poste et il va poster sa cassette. Nos voleurs sont pas très fututes, c'est pas les couteaux les plus amoussés du tiroir. Et en fait, ils se rendent pas compte en faisant ça que, tiens, si quelqu'un a une copie, potentiellement, il peut en faire d'autres copies et les revendre. Donc en fait, c'est un business qui leur rapporte absolument rien et ils se rendent compte de l'énorme connerie qu'ils ont fait parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a plein de revendeurs finalement de sextapes de Pamela Anderson et Tommy Lee. Donc en fait, ils se sont quasiment pas fait de beurre dessus. Et en plus, ils ont la mafia sur le dos parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser tout l'argent qu'ils ont emprunté pour mettre en place ce petit commerce. Et puis ils vont aussi avoir Pam et Tommy sur le dos. Ah oui, oui, beaucoup, oui. C'est vrai le couple va forcément à un moment porter plainte. Il va y avoir plusieurs plaintes, j'ai l'impression que ça a duré quand même des années, toutes ces histoires pour essayer de faire stopper la diffusion de cette cassette, mais comme disait Jade, en fait, à un moment, une fois que le truc est livré, on commence à diffuser le truc sous le manteau, en fait, après, les gens ont les moyens de dupliquer la cassette, de la revendre de leur côté, donc en fait, le truc commence à être impossible à stopper. Il va y avoir une première plainte, notamment contre la société de distribution Internet, je ne connaissais pas, c'est un truc qui est vraiment aux États-Unis, mais impossible de faire retirer la vidéo. En mars 1996, donc on est 1 an après la diffusion de la cassette, ils vont porter plainte au civil et réclament $10 millions à quiconque possède une copie de leur cassette. Ils savent notamment qu'il va y avoir Frank Gauthier, Hindley et aussi plusieurs médias, par exemple Penthouse, donc le magazine Penthouse, qui annonce publiquement avoir un exemplaire de la cassette. Et le couple a peur que le magazine diffuse la cassette, donc on est sur un niveau un peu plus grand public et plus mainstream. Ils vont donc réclamer l'interdiction de la publication du numéro du magazine qui les concerne, ce que le juge leur refusera. En juin, il va y avoir le numéro des Penthouse avec Pamela en couverture, une photo qui n'a rien à voir avec elle, elle n'a jamais donné son autorisation, et une description détaillée du contenu de la cassette. Et ça a été encore plus loin parce qu'en 1997, du coup, la copie tombe entre les mains d'un petit génie de l'informatique. Alors, il s'appelle Seth. J'ai pas pris son nom de famille, je sais pas pourquoi, mais il s'appelle Seth. Et du coup, il met en place un stream. En gros, c'est un site payant où là, vraiment, on va pas parler de commander une copie de la cassette, on va parler de regarder en streaming, avec un site payant, la sextape de Tommy Lee et de Pamela Anderson. Donc Pamela et Tommy, ils en ont ras le cul. Là, littéralement, ça fait 2 ans qu'ils essayent de remettre la main là-dessus. Ça fait 2 ans que, en tout cas, ils se prennent des refus quand ils font des procès, que tout le monde se fout de leur gueule, que tout le monde voit ce qui se passe. Et ils se disent que finalement, ok, ça va passer, ça fait 2 ans, Internet, c'est pas un si gros truc que ça, c'est pas un petit site de streaming, on sait même pas encore ce que c'est, ça a même pas encore de nom, mais c'est pas un petit site comme ça qui va changer les choses, ça va s'enterrer, il y aura un nouveau scandale. Et quelle erreur, parce que du coup, ils ne font rien, et ce stream explose littéralement. En fait, là, vous avez le monde entier qui a accès à la sextape de Pamela Anderson et de Tommy Lee. C'est plus seulement de la revente de cassettes, là, c'est vraiment le monde entier qui, pour quelques dollars, peut aller les voir s'envoyer en l'air et ça change tout. Le site, il explose. Pamela Anderson devient la personnalité la plus suivie sur Internet, en tout cas la plus recherchée. En plus, je crois qu'elle est toujours, la femme la plus streamée, la plus recherchée, ouais. Encore aujourd'hui, encore à l'heure actuelle. Donc voilà, ça a changé complètement Internet. Seth, la personne qui a streamé cette vidéo, en plus passe par un système de paiement par carte bancaire, ce qui fait que finalement les conditions de paiement, elles sont bien moins compliquées qu'à l'époque où il y avait besoin de commander une cassette. Et il finit par signer un deal avec Vivid Entertainment, qui est à l'époque le plus gros producteur de porno américain. Et Vivid Entertainment rachète les droits de la vidéo pour en faire des publications DVD. Donc on en termine à là où Pam et Tommy ils sont complètement dépassés par la situation.
Finalement, ils vont trouver un arrangement avec Seth et Vivid Entertainment et ils vont finir par toucher des royalties pour les copies vendues, mais jamais ils réussiront à faire interdire la circulation des sextapes. Sachant que lorsque la sextape a été éditée de manière totalement légale, les ventes de DVD ont apporté en moins d'un an 77 millions de dollars. C'est énorme, mais on est vraiment que sur les ventes légitimes en moins d'un an. Donc je vous laisse imaginer un petit peu tout ce que ça a pu rapporter, même si ça n'a rendu personne vraiment riche, notamment Rang et l'autre, mais c'est vraiment un business qui a fait beaucoup d'argent de manière générale. Et en plus, c'était une révolution à l'époque parce qu'on n'en passait vraiment que par les paparazzis et les images fixes dans les magazines. C'est le premier porno qui est regardé par le monde entier. C'est le premier porno où tout le monde connaît l'actrice et l'acteur principal, entre guillemets. Tout le monde va le voir. Là, on passe des photos de paparazzi pris en sortie de boîte à une vidéo hyper intime de Pamela Anderson et Tommy Lee. C'est une révolution, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Même la notion de porno vidéo, c'est pas ce que c'était à l'époque. On parle encore de vieux pornos qui passaient dans les cinémas ou qui se vendaient un petit peu en cassette. En tout cas, c'était pas le porno tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est fou. Ouais, on sortait un petit peu aussi de l'âge d'or du porno où c'était vraiment diffusion en cinéma, moins de 18 ans, de vrais films X avec des scénarios et une histoire. Là, on commence aussi à être dans l'ère du gonzo et des débuts d'Internet. Enfin voilà, c'est aussi le fait que c'est une époque où les caméscopes se vendaient aussi au grand public. Donc je trouve que ça accompagne parfaitement et malheureusement contre le consentement des principaux concernés et à leurs dépens, mais ça accompagne vraiment cette évolution de la pornographie dans l'ère du temps et de l'ère d'Internet et de ce qu'est la pornographie à cette époque-là. Et parlant de la vidéo, est-ce que tu l'as vue ? Alors, moi, j'ai un peu de problème à regarder la vidéo dans le sens où c'est un truc qui a été volé. J'ai zappouillé dedans rapidement pour voir à quoi ça ressemblait, mais en fait, ça me met un peu mal à l'aise de plonger autant dans l'intimité de personnes. Ce qui est très intéressant de retracer sur cette sextape, c'est que c'est 58 minutes, mais seulement 8 minutes de sexe. Le reste, c'est que des moments intimes passés entre Tommy Lee et Pamela Anderson, et justement... Moi, j'ai envie que ça reste leur moment. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'ils ont voulu diffuser, c'est quelque chose d'extrêmement privé. En fait, tu ressens qu'il y a beaucoup d'amour, tu ressens qu'il y a des grands moments de joie. Et c'est ce qui a été beaucoup apprécié aussi avec ces sextapes, c'est que vraiment, vous avez un vrai moment de complicité. C'est pas seulement voir Pamela Anderson à poil, c'est vraiment, vous voyez, vous êtes dans l'intimité d'un couple de célébrités. C'est ça qui a beaucoup plu. Et je t'avoue qu'en zappouillant, j'étais en mode, ça me touche, je trouve ça très très touchant. Mais je sens que c'est pas fait pour moi. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une vidéo qui a été filmée pour que je la regarde. C'est hyper difficile à regarder parce que quand tu sais à quel point ça a été un traumatisme pour Pamela Anderson, t'as pas envie de participer à ça. Non, du tout. Et encore une fois, tu vois, il y a pas tant de sexe que ça. Moi, je savais pas qu'il y avait si peu de sexe que ça dans la vidéo, en fait. Ouais, par contre, on est d'accord qu'on voit tout. Ah oui, on voit tout. Ouais. Ah, clairement, c'est très explicite. Ouais. Donc sur les conséquences un petit peu que ça a eu sur les carrières de Tommy Lee et de Pamela Anderson, on va commencer par Tommy Lee parce que ça va être rapide. Les conséquences, ça a été aucune. Au contraire, il a été même félicité d'avoir un aussi gros stub. Donc c'était un peu, pour lui, c'était un peu bravo champion, t'as niqué Pamela Anderson et en plus t'as une grosse stub et ça s'est bien passé. Donc pour terminer un petit peu sur le coup Pamela Anderson et Tommy Lee, parce qu'il y a une fin qui arrive plutôt rapidement, ils divorceront en 1998. Ils auront eu quand même 2 enfants entre-temps, c'est-à-dire un premier enfant en 96 et un deuxième en 97. Ils divorceront en 98 parce que Pamela Anderson a subi des violences conjugales de la part de Tommy Lee. Et le couple s'arrêtera là. Mais même encore aujourd'hui, Pamela Anderson, c'est une personnalité publique qui a eu beaucoup de liaisons, beaucoup de mariages également, beaucoup d'époux. Et à chaque fois qu'elle en parle en interview, elle dit que Tommy Lee, ça a été vraiment l'amour de sa vie. Ouais. Et ça, je trouve ça très touchant malgré les circonstances. Et je pense qu'en vrai, il n'y aurait pas eu l'histoire de la sextape. Peut-être que ce couple ne se serait pas arrêté. En vrai, je pense. Parce que ça a l'air d'avoir quand même pas mal détruit leur relation. Dans la série, c'est tourné tel quel. Mais même en soi, je me dis, en fait, le phénomène, il est tellement énorme. Et quand tu vois Pamela Anderson en parler, tu fais, bon, c'est pas anodin, en fait. Ça peut pas s'être terminé. Enfin, la sextape a eu son rôle à jouer, en fait, dans cette rupture. Et pour Pamela Anderson ? Pour Pamela Anderson, malheureusement, sa carrière va un petit peu stagner. C'est-à-dire que c'était quand même une actrice en devenir. Elle venait d'avoir un rôle assez important dans une série. Et malheureusement, c'est que sextape, elle va déjà tellement mentalement en fait l'affecter. Ça va être hyper difficile. Elle va essayer de se concentrer plus ou moins dans cette relation qui va être hyper toxique. Elle va avoir des enfants. Mais à part ça, elle a sorti un film l'année suivante qui est considéré aujourd'hui comme un nanar. Elle a été sélectionnée, je crois qu'elle a gagné des Razzie Awards. Donc on n'est pas sur une carrière cinématographique assez dingue. Après ce film, sur grand écran, elle a tourné un autre rôle pour Scooby-Doo. C'est son retour au cinéma, mais on est sur plus de 5 années après, je crois. Ouais. Et on est sur un rôle où elle va en fait jouer son propre rôle. Et c'est ce qui va beaucoup se passer dans le reste de sa carrière cinématographique.
c'est qu'elle va avoir des petites apparitions un petit peu surprises où elle va jouer son propre rôle, ou alors elle va prendre un tout petit rôle, mais ce sera jamais une actrice principale, elle aura jamais des premiers rôles et elle fera jamais des grands films ou des grandes séries. Mais en fait, elle sera toujours réduite à son image de bimbo dont la sextape a fuité sur les internets. Pamela Anderson en reparle, en tout cas de cette sextape. Il y a eu un documentaire qui est sorti sur Netflix en janvier 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, sur Netflix, qui s'appelle Pamela A Love Story, où elle revient un petit peu sur sa carrière de manière générale, mais également sur la sextape. On voit que c'est un énorme trauma pour elle, on voit qu'elle est vraiment très touchée. Je conseille vraiment de regarder ce documentaire, je le trouve bien construit, j'ai envie de croire que ce que j'ai vu était honnête. En tout cas, ça le semblait. Elle parle de son enfance difficile, elle parle d'agression, elle parle de viol. Tu te rends compte qu'en fait, elle a eu une vie très difficile en dehors de sa carrière et que ça n'a pas été rose pour elle et que vraiment la sextape, c'est un traumatisme. Et on revient également sur la diffusion de la série Pam et Tommy, parce que moi je t'avoue que je ne savais pas quand j'ai regardé la série, je pense que je ne l'aurais pas forcément regardée si j'avais su, mais cette série c'est pas faite avec entre guillemets le consentement ni de Tommy Lee ni de Pamela Anderson. Ce moment de sa vie qui a été un traumatisme, elle a été obligée de voir des affiches qui montraient « Ah mon Dieu, on va en reparler, c'est sulfureux, c'est trop bien ». Elle n'a rien pu faire pour empêcher ça. Elle n'a pas regardé la série, elle déclare qu'elle voudra jamais la regarder, mais que du coup ça a relancé tout le trauma qu'elle avait autour de cette histoire et qu'elle était dégoûtée de voir qu'il y avait des gens qui faisaient du chiffre sur son dos alors qu'elle, ça a été une période de sa vie juste atroce. Et il semblerait d'ailleurs que le documentaire que tu évoques juste avant, qui est sorti après Pam et Tommy, ait une réponse, entre guillemets, à cette série qu'elle a jamais consenti à... Enfin, elle n'a jamais donné l'autorisation de faire cette série sur cette période-là de sa vie. Et donc, en fait, ce documentaire sur Netflix serait une réponse à ça pour donner, elle, son point de vue sur cette histoire qu'elle a vécue et qui a été un trauma. Et Pamela Anderson conclura en disant « J'ai bloqué cette cassette volée hors de ma vie afin de survivre, et maintenant que tout cela revient, ça me rend malade. » Et vraiment, vous voyez qu'elle est pas bien, vous voyez que ça la fout vraiment au fond du trou. On pourrait dire que c'est limite l'un des premiers cas de revenge porn. Je sais pas si on peut dire c'est du revenge porn, parce que la définition du revenge porn, ça va être vraiment dans le but de nuire à quelqu'un. Là, j'ai l'impression que dans le cas de Pamela Anderson et Tommy Lee, Rand Gauthier, il a pas voulu nuire, il a voulu... Enfin, j'ai pas l'impression... Il a voulu se faire du chiffre plus que nuire, c'était pas de l'humiliation. En fait, je pense qu'on est limite sur du revenge porn, mais plus à destination de Tommy Lee. C'est-à-dire que c'était plus Tommy Lee qui avait menacé Rand Gauthier avec son flingue, qui était complètement défoncé, c'est lui qui l'a pas payé. J'ai pas l'impression dans les interviews, ils remettent en cause la responsabilité de Pamela dans l'affaire de l'argent qui lui manquait et tout. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est sur un revenge porn qui est plus adressé à Tommy Lee, mais malheureusement, celle qui va le plus en payer les frais, ça va être Pamela. Bah, toujours les femmes, hein, comme par hasard. Sommes-nous surprises ? Non. Willy vit une saucisse. Hein. Mais c'est pas fini pour Pamela Anderson, la pauvre. Il y a une deuxième sextape de Pamela Anderson, cette fois-ci non pas avec Tommy Lee, mais avec Bret Michaels, un homme avec qui elle était en couple bien avant Tommy Lee. Bret Michaels, c'est un chanteur encore de rock du groupe Poison qui est sorti avec Pamela une petite année en 93, donc finalement peu de temps avant sa rencontre avec Tommy Lee. La sextape fuite en 1998. On est un an finalement après que la sextape avec Tommy Lee ait été commercialisée par Vivid Entertainment. Et du coup, cette sextape sort sur Internet, parce que cette fois-ci on a compris à quoi pouvait servir Internet, et c'est Bret Michaels, le principal intéressé, qui monte au créneau pour faire retirer la vidéo d'Internet. Il se lance dans des poursuites juridiques, il dit de ne pas être responsable du leak, qu'apparemment il n'y aurait que 2 copies de la cassette qui existaient, une qu'il a en sa possession et qui a jamais bougé. Lui, il est en mode malade, en mode mais je comprends pas comment ça a pu être de mon côté parce que moi, la cassette, elle est toujours au même endroit, personne n'y a touché, elle a jamais bougé. Et la deuxième copie, forcément, qui était détenue par Pamela Anderson. Donc en gros, il s'est un petit peu lancé dans des frais de justice. Enfin, il dit avoir payé plus de $10,000 de frais de justice pour la faire retirer en demandant un dédommagement de plus de $90 millions que, bien entendu, il a jamais touché, hein. Et il a été très en colère parce que de 1, ces poursuites n'ont jamais abouti, et de 2, Pamela Anderson ne s'est pas du tout investie ni même prononcée sur cette affaire. Pour elle, ça n'existe pas. Et en même temps, ça se comprend parce qu'elle sortait tout juste du traumatisme de la première. Elle était en plein traumatisme de la première, et je pense que ça a été plus un mécanisme de défense. Peut-être qu'en effet, le leak vient de sa copie à elle, mais en tout cas, c'est impossible que ce soit elle qui l'ait fait leaker au vu de tout ce qui s'est passé auparavant. Je pense qu'en effet, quelqu'un a dû mettre la main dessus. Peut-être la cassette s'est perdue par un malheureux hasard et il l'a fait leaker. Moi, je vois pas d'autre solution en fait. Dans tous les cas, elle n'est pas sortie, elle n'est pas connue du grand public, et c'est un peu le plus important dans cette histoire. Mais du coup, quand même, Bret Michaels, il a réussi à avoir un petit peu gain de cause. Il a réussi à shut down le site principal qui streamait la vidéo avec Pamela Anderson,
Mais bon, comme vous savez, Internet n'oublie rien et la vidéo est réapparue en fait quelques temps plus tard et finalement vous pouvez toujours la trouver actuellement, vous pouvez la trouver, elle est disponible sur Internet. Et ce qu'on voit dans ces sextapes, c'est 18 minutes, très explicite, hein. C'est pas comme avec Tommy Lee où c'est vraiment un film d'amour entre guillemets. Là c'est vraiment 18 minutes de sexe très explicite, un petit peu arty et on les voit vraiment en train de bien s'envoyer en l'air et de passer un très bon moment. Voilà. Petit bond dans le temps, cette fois-ci avec une autre célébrité très connue que vous connaissez probablement. Il s'agit de Paris Hilton. Petite remise en contexte, Paris Hilton, c'est donc l'arrière-petite-fille des fondateurs de l'entreprise hôtelière Hilton. Paris, c'est la jet-setteuse. Elle commence dans les années vraiment début 2000 à être beaucoup exposée dans les médias. Elle est un peu ce qu'on considère comme la première grande figure du connu pour être connu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas célèbre pour avoir produit quelque chose, ni pour être une artiste ou autre. C'est juste, elle est connue pour être la fille de quelqu'un de riche, pour fréquenter des célébrités, pour mener une vie de jet-setteuse entourée de stars, pour des faits un petit peu rocambolesques comme arrêt pour conduite en état d'ivresse. Et elle va exploser dans le monde entier via la première télé-réalité de Paris Hilton qui est The Simple Life, où on va la découvrir avec Nicole Richie. Elles vont devoir apprendre à vivre la vraie vie dans une ferme dans la campagne de l'Arkansas. Une télé-réalité qui a hyper bien marché, qui fonctionnait énormément, qui a été diffusée pour la première fois en novembre 2003. Et juste après le début de la diffusion de cette télé-réalité, eh bien, il y a une autre vidéo qui est diffusée. Et cette vidéo, c'est sur les internets qu'elle se trouve, et c'est une sextape entre Paris Hilton, enfin c'était la Kim Kardashian de l'époque, faut dire ce qui est, et Rick Salomon, qui est un producteur de films qui deviendra même lui-même très célèbre grâce à cette sextape, 13 ans son aîné, donc ça aura un peu son importance dans l'histoire, et qui, petite anecdote, a épousé Pamela Anderson en 2007, avant de divorcer avec elle 2 mois plus tard. Donc voilà, moi j'ai envie de dire tout est lié. Oui, tout est lié. Ouais. Je crois aussi que Rick Salomon est le fils de l'ancien vice-président de Warner Bros. Donc on est encore dans ce milieu très nepo baby de gens très célèbres qui ont grandi à Hollywood dans une jeunesse dorée. Et c'est vrai que, comme tu disais, ils ont quand même 13 ans de différence. Et il faut savoir que cette sextape, elle a été tournée alors que Paris Hilton était très jeune. Elle avait 19 ans. Donc elle était majeure, mais on reste quand même à 19 ans. On est très très jeune, surtout quand le mec avec qui vous êtes a 13 ans de plus que vous. Et il faut savoir que Paris est revenu récemment sur cet événement, donc sur le moment où a été tournée cette vidéo, pour repréciser quand même qu'elle n'était pas tout à fait consentante pour filmer leurs ébats. Elle le dit même carrément, c'est en gros, elle a fait des déclarations en mars 2023, donc il y a vraiment très peu de temps que ça, parce que je crois aussi qu'elle a sorti un livre et qu'elle s'est exprimée. Et je cite, « Je ne me souviens pas très bien de la nuit où il a voulu faire une cassette vidéo pendant que nous faisions l'amour. Il a souvent dit que c'était quelque chose qu'il faisait avec d'autres femmes, mais je me sentais bizarre et mal à l'aise à ce sujet. Je lui ai toujours dit « Je peux pas, c'est trop embarrassant », mais finalement Paris cédera. Et elle explique qu'il m'a dit que si je ne le faisais pas, il pourrait facilement trouver quelqu'un qui le ferait, et c'était la pire chose à laquelle je pouvais penser, être larguée par cet homme adulte parce que j'étais une enfant stupide qui ne savait pas comment jouer à des jeux d'adultes. La vérité, c'est que je voulais me sentir vivante d'une manière sensuelle, je voulais me sentir comme une femme bien dans sa peau. Donc elle s'est faite 100% manipulée. Oui, on est complètement sur un abus de pouvoir avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui prenait vraiment la domination sur elle. Donc quand t'as que 19 ans, que c'est un peu ton premier cum, puis voilà, Paris Hilton, elle explique aussi souvent qu'elle a une jeunesse, certes jeunesse dorée, elle a toujours jamais vécu dans le besoin, mais elle a une enfance qui n'était pas facile. Alors je crois qu'elle a des troubles du comportement, ou en tout cas elle est hyper active, il me semble, et ses parents n'ont jamais trop compris comment la maîtriser, et ils l'ont envoyée pendant ses 18 ans dans une école aux États-Unis qui est réputée pour s'occuper des enfants turbulents, qui est une école qui aujourd'hui a eu de nombreuses plaintes pour violence envers les élèves. Et Paris Hilton s'est exprimée plusieurs fois là-dessus. Elle était, des choses où ils prenaient des médicaments, ils savaient pas ce que c'était. Le personnel aimait bien les voir nus en train de prendre leur douche. Je crois que des fois ils étaient punis, c'était la prison en fait. Ils restaient 24 heures dans quasiment une cellule nue pour réfléchir sur les choses qu'ils viennent de faire qui étaient pas bien. Donc on est sur quelqu'un qui a vécu un peu de traumatisme avant et qui était vraiment en opposition avec ses parents qui étaient vraiment très rebelles, alors que ses parents ont tout fait pour lui offrir une belle éducation et devenir une bonne femme à marier. On est sur quelqu'un qui, dès qu'elle a pu, a commencé à sortir, à faire la fête, à beaucoup boire, à sortir avec plein de mecs. Et je pense aussi que cette période-là, c'est une période où elle veut s'affirmer, d'où le fait qu'elle dit que pour elle, la pire chose à ce moment-là où lui propose de se filmer en train de faire l'amour, quand elle dit « j'avais pas envie de passer pour une gamine stupide qui savait pas jouer à des jeux d'adultes », enfin c'est vraiment horrible de se dire que du coup elle a accepté un truc pour s'affirmer, enfin en pensant s'affirmer, mais qui au final n'est juste pour satisfaire un homme plus âgé.
et qui en plus va se retourner contre elle alors que cette vidéo est censée rester absolument secrète. Ce qui se passe, c'est que du coup, cette vidéo leak, tout le monde en parle parce que le monde entier avait les yeux rivés sur Paris Hilton à l'époque de par sa série. C'est l'humiliation pour Paris. Rick Salomon, au début, ni avoir fait leaker, il accusera même Paris Hilton et sa famille d'avoir fait exprès de leaker la vidéo pour surfer sur le succès de la série The Simple Life. Et j'ajoute aussi qu'il porte plainte, donc encore une fois contre Paris Hilton pour diffamation, parce que Paris disait qu'elle était contre et qu'elle accusait à ce moment-là publiquement Rick Salomon, et elle disait qu'elle n'était pas consentante sur la vidéo, et il a porté plainte pour diffamation en disant que Paris était consentante. Donc, le mec ose tout. Et en plus, ce gros bâtard, je l'ai même marqué entre parenthèses, gros taré, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va même, lui, commencer à vendre la vidéo pour se faire son beurre, parce que pourquoi pas, après tout, tant qu'à faire. Donc même lui, il prendra part à tout ça. Moi, je suis sûre que c'est lui qui l'a leaké. Ça, c'est un avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai entendu parler que c'est lui qui a fait la première diffusion sur Internet. Après, il y a tellement c'est toujours un peu sombre ces histoires-là parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Donc, comme en plus on soupçonne aussi les femmes d'être responsables de ça, ça spécule beaucoup. C'est toujours un peu difficile d'avoir les informations exactement pareilles sur tous les sites. C'est un peu difficile, je trouve, de recouper, ces informations. Mais ouais, c'est vrai. Moi, j'ai entendu dire que la première diffusion, ce serait lui le responsable. Donc en 2004 de. On n'a pas dit le titre. Est-ce qu'on a dit le titre ? Ah oui, One Night in Paris. Par contre, ce titre, il est incroyable. C'est très drôle, mais de mauvais goût. Oui, mais ça marche, je suis désolée. C'est un bon titre de vidéo porno. On va dire les choses comme ça. One Night in Paris. Mais effectivement, ouais, le mec, le gros bâtard, comme tu dis, ce gros tarbat, poursuit quand même ses petites affaires parce qu'il se rend compte qu'il y a du blé à se faire. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est qu'après plusieurs négociations, il y a une entreprise de diffusion de films porno vraiment spécialisée là-dedans aux États-Unis qui a obtenu avec Rick Salomon les droits pour éditer la vidéo en DVD. Paris, quand même, s'est un petit peu rebellé. Se rebeller, c'est-à-dire qu'avec sa famille, c'est quand même une famille qui a des bons avocats. Donc, ils ont quand même essayé de porter plainte, mais malgré tout, vous savez, en plus, là, on est dans les années 2000. Quand vous avez vu juste avant avec Pamela la facilité de diffuser une vidéo dans le monde entier à cette époque, imaginez, on est quoi ? On est 5, 6, 7 ans plus tard, ouais, à peu près. On est quasiment 10 ans plus tard avec le boom d'Internet. Imaginez la facilité de diffusion de la vidéo. Les choses ont déjà énormément évolué. Paris a porté plainte. Elle a quand même obtenu $400 000 de dommages et intérêts, ce que je trouve pas grand-chose vu l'ampleur du truc. Mais ainsi qu'un pourcentage des bénéfices de la sextape, donc de la vente de DVD. Elle a confirmé avoir reversé une partie à des associations caritatives. Mais bon, même si c'est une petite victoire pour Paris Hilton, la vérité c'est que le mal est fait et que ces sextapes, ça a été une humiliation et ça a ruiné toutes les opportunités qu'elle était en train d'avoir à l'époque. Parce que Paris Hilton, ok, c'était la jet-setteuse, mais elle avait comme ambition de devenir actrice, elle voulait essayer de faire plein de choses, elle essayait de chanter, elle a fait un album aussi, je sais plus à quel moment se situe l'album dans l'histoire, mais tu vois, elle avait de l'ambition artistiquement, apparemment, elle s'en sortait plutôt pas mal, elle apparaît dans quelques films, je pense à La Maison de Cire par exemple, le film d'horreur La Maison de Cire, elle avait de l'ambition, elle voulait vraiment essayer de rentrer dans un milieu artistique et finalement toutes les portes se fermeront à elle à cause de cette sextape et ce sera l'humiliation, le monde entier va se foutre de sa gueule allègrement, même il y a un épisode sur South Park apparemment qui est assez violent, assez trashouille là-dessus. Je regarde pas South Park et voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de le regarder. Mais ça a plus été la même chose pour Paris Hilton et ça lui a fermé quasiment toutes les portes qu'elle était en train de s'ouvrir avec son image de jet-setteuse et golden girl, quoi. Donc voilà, une femme de plus, une carrière de plus de ruinée. Merci beaucoup les hommes. Donc quand la vidéo est diffusée, Paris, elle a 23 ans. Sur la vidéo, on sait qu'elle en a 19. On sait qu'elle n'était pas consentante, que c'est un truc qui a leaké, qui ne lui appartient pas et qu'elle a jamais voulu voir diffuser sur Internet. Mais bon, ça n'empêche que la vidéo a un énorme succès et qu'on ne respecte pas son non-consentement. C'est-à-dire que moi, j'ai été hyper choquée de découvrir que la vidéo a reçu des AVN Awards. Oui, moi pareil, je savais pas du tout. Elle a reçu 3 AVN Awards. Donc pour rappel, les AVN Awards, c'est les Oscars du porno aux États-Unis. Elle a reçu titre le plus vendeur de l'année. Il a reçu le titre le plus loué de l'année. Donc comme quoi, c'est pas rien à l'époque, c'était vraiment la vidéo porno la plus regardée, voire plus que toutes les autres vidéos porno qui étaient produites à l'époque. Et meilleure campagne promotionnelle, projet individuel. Ça, je comprends pas. Non, mais même les précédents, je comprends que ça soit un fait, tu vois. C'est un fait, c'est le titre le plus vendeur de l'année, c'est un fait que ça soit le titre le plus loué de l'année. Ok, les chiffres en sont la preuve, mais en fait, t'as pas de race. T'as juste pas de race. Oui, quand tu sais que le truc a été diffusé contre son gré,
t'as juste pas de race de dire ok, c'est pas grave, on va quand même lui donner des prix, wesh, enfin non. On se foutait de la gueule de Paris Hilton, hein. Moi je te dis, elle a été shamée, cette meuf, tout le monde se foutait de sa gueule, hein. Personne n'écoutait. Rick Salomon, au contraire, ça l'a rendu célèbre également, et lui, il a pas... J'ai pas l'impression qu'il est plus douillé que ça, lui, de son côté. Non, il a pas trop payé les pots cassés de ce qu'il a fait. Après, j'ai l'impression qu'il a continué sa carrière tranquillement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu un mec qui fait pas mal de poker, qui est assez célèbre à Las Vegas et aux États-Unis en tant que grand joueur de poker. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un dont sa réputation est salie, tu vois. À l'inverse d'une Paris Hilton qu'on connaît comme un peu la pain-bêche, la cruche, qui fait beaucoup trop la fiesta, qui boit un petit peu trop. En tout cas, à l'époque, dans les années 2000 jusqu'à 2010, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait payé beaucoup, lui, de son côté. Du tout. Mais pour dire un petit peu ce qu'on voit quand même dans la sextape, donc One Night in Paris, c'est une sextape d'1 heure. Alors déjà, est-ce que tu sais sur quoi ça s'ouvre, la vidéo ? Est-ce que tu l'as vue ? Oui, alors j'ai vu la vidéo, j'ai zappouillé aussi. Mais effectivement, c'est assez surprenant parce que la vidéo s'ouvre sur un hommage aux victimes du 11 septembre 2001. Pourquoi, je sais pas, mais tu vois, pour moi, c'est vraiment trop bizarre, je comprends pas beaucoup. J'ai zappouillé dedans parce que ça me mettait mal à l'aise de regarder. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui était destiné à être rendu public. Donc j'ai juste zappouillé très rapidement dans l'heure, voir un peu ce que ça donnait. Et j'étais surprise d'une chose, en fait, en regardant un petit peu, vraiment gentiment, c'est que Paris Hilton ne semble pas du tout prendre son pied. C'est en gros, vous voyez vraiment Rick Salomon qui est à fond dans ce qu'il fait, en train, tu l'entends vraiment gémir, être à fond, y aller, tout ça, la tordre dans tous les sens. Mais elle reste assez inerte, ça m'a mis un peu mal à l'aise de voir ça. Après, j'ai cru comprendre qu'elle était un petit peu sous drogue, elle dit qu'elle avait pris un peu de drogue, un équivalent du GHB, etc. Je sais pas à quel point c'est vrai. Oui, et qu'elle était bourrée aussi. Ouais, mais tu vois, en fait, tu la vois elle, tu vois à peine son visage, tu la vas pas prendre de plaisir, tu l'entends même pas. Ça m'a mis beaucoup mal à l'aise même. Mais dans cette époque-là, au début des années 2000, Paris Hilton avait quand même une vie assez remplie. Et pour cela, elle avait besoin un peu d'aide pour organiser tout son temps de jet-setteuse. Et elle avait une assistante personnelle. Et Mina, qui était cette assistante personnelle qui va révolutionner le game de la sextape ? Kim Kardashian. La reine du scandale, la reine des abeilles, la reine de la télé-réalité. C'est la reine de tout maintenant, Kim Kardashian. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de la présenter encore, Kim Kardashian, aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit la présenter, honnêtement ? Je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez tous son fessier célèbre et ses réseaux sociaux, mais pour vous resituer rapidement, Kim Kardashian, c'est la fille d'un avocat très célèbre aux États-Unis. Elle a grandi à Los Angeles, une jeunesse dorée, elle a 2 grandes sœurs, elle a 2 petites sœurs, elle a un petit frère, non, elle a un grand frère, je crois. Bref, à 20 ans, je ne savais pas, mais elle s'est mariée à un producteur de musique. Avec qui elle a divorcé. Ouais, elle s'est mariée très très jeune avec un producteur de musique avec qui elle est restée pendant 4 ans, avec qui elle a divorcé plus tard parce qu'il aurait été violent envers elle. Et en fait, avant la finalisation du divorce, elle se met à fréquenter un mec qui s'appelle Ray J, qui est un chanteur, qui est le frère de Brandy. Brandy, qui est une chanteuse de R&B. Pendant qu'ils sont ensemble, Kim va fêter ses 23 ans au Mexique. Et c'est là qu'ils vont avoir une petite caméra dans laquelle ils vont pouvoir filmer une de leurs petites parties de jambes en l'air, encore une fois, normalement censée rester privée. Encore au Mexique, cela dit. Il y a beaucoup de points communs avec Pamela Anderson. C'est vrai, ça doit être un truc très américain. Et à l'époque, pour remettre un petit peu en contexte, Kim Kardashian, c'est pas la Kim K que vous connaissez d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une petite nana. En plus, elle est pas du tout dans les canons de beauté à l'époque où on aimait bien les blondes, plates, platines. Paris Hilton. Voilà, c'était Paris versus Kim, quoi, en gros. C'était vraiment la fille un peu plus plate, plus mince. Bah ouais, c'est ça. Et Kim, c'était la meuf avec des formes brunes. C'était la fille, pour dire qui était son père, c'était l'avocat d'O.J. Simpson. Donc c'était pas n'importe qui non plus. Voilà, c'était elle tout est pas le contraire. blanche aussi, elle est d'origine arménienne, donc elle a un peu beaucoup plus mate. Enfin, c'est pas la white trash, la blonde américaine. Non, et à l'époque, en plus, elle était connue pour pas faire grand-chose. Bon, ceci est mon opinion personnelle, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas comme Paris Hilton qui se mettait dans plein de projets artistiques, qui essayait plein de trucs à la fois, même en ayant cette image de jet-setteuse. Kim K, elle, c'était personne, c'était rien, elle faisait rien. Bon, elle fait toujours rien, mais à l'époque encore plus. Et ce qui se passe, c'est que la chaîne de télévision E! Entertainment, qui était le producteur de The Simple Life, arrête The Simple Life, je crois que c'est 2 ou 3 ans justement après le scandale, après la première saison et le scandale de la sextape de Paris Hilton, parce qu'elle est en plein déclin, comme on l'a expliqué. Et du coup, il parie sur un nouveau programme, et ce nouveau programme, ce n'est rien d'autre que L'incroyable vie des Kardashian, dont la première est prévue à l'automne 2007. Du coup, cette saison est diffusée, mais au moment du final de la saison 1, une sextape leak est intégrée dans la narration du show. En fait, elle est intégrée à la narration du show, mais elle est évoquée dès le premier épisode.
c'est ça, t'as raison. J'ai revérifié. En gros, c'est le premier épisode, le truc leak, et en fait, ça va être intégré dans la narration de l'ensemble du show, sachant qu'en gros, le concept de la télé-réalité, c'est vous suivez, c'est semaine par semaine, c'est ça les Kardashians, si je me trompe pas, c'est hebdomadaire. Oh, sûrement, je t'avoue que j'ai pas regardé à ce point-là dans le détail. Pourtant, j'ai regardé quelques épisodes, il fut un temps, quand j'étais jeune. Donc on n'est pas vraiment dans de la mise en scène comme The Simple Life où, c'est quand même assez exubérant de voir des jet-setteuses en train d'avoir les pieds crottés de bouse de vache. Là, on suit vraiment les Kardashians et leur vie goldée, extraordinaire, le tout orchestré par Kris Jenner, qui est la maman de Kim Kardashian, qui va avoir son importance dans cette histoire, mais c'est la première chose. Et du coup, la sextape est intégrée dans la narration du show, ça va être même le sujet final de la saison 1, ça va propulser la télé-réalité et faire de Kim Kardashian une star. Parce qu'après l'enregistrement donc, de cette vidéo, si je me trompe pas, donc Kim avait 23 ans, je sais plus quelle année il était, je pense qu'en fait la vidéo a été tournée en 2003, c'est ça. La vidéo a été tournée en 2003, Kim avait 23 ans, et quelques années plus tard, après l'histoire de la sextape de Pamela Anderson, que Kim commence à traîner avec un petit peu cette jeunesse dorée, goldée de Los Angeles, elle est à l'époque aussi assistante de Paris Hilton, et il se trouve qu'en 2007, la vidéo tombe apparemment dans la boîte, enfin en tout cas dans les mains de ceux qui travaillent chez Vivid Entertainment qu'on a évoqué tout à l'heure avec Pamela Anderson. Décidément. Donc pour rappel, Vivid c'est vraiment un gros studio pornographique qui existe depuis 1984. Et donc en 2007, Steven Hirsch, le fondateur et patron de Vivid, reçoit l'appel de quelqu'un qui dit avoir une sextape de célébrité. Je cite donc Steven Hirsch. « Nous avons organisé un rendez-vous avec cette personne. Elle nous a montré sur son ordinateur une sextape montée de A à Z. D'habitude, c'est à nous de faire le boulot. Et là, tout était prêt. » Vivid Entertainment dit avoir payé $1 million à un tiers pour acquérir les droits de diffusion. Sauf que, quelques mois après, en février 2007, avant la diffusion, les Kardashians commencent un petit peu à en entendre parler de cette histoire quand même. Parce qu'on est à Los Angeles et le porno, vous savez, c'est pas très loin de San Fernando, San Francisco. On est dans la côte ouest américaine. Et ils commencent à entendre parler de cette histoire de apparemment, Kim, il y a une petite sextape qui va être diffusée de toi, c'est quoi cette affaire ? Les Kardashians vont donc poursuivre Vivid Entertainment en justice pour atteinte à la vie privée. Et après quelques discussions, vont abandonner le procès après après tout de même un accord de $5 millions. Et en gros, tout ce qui s'est passé et qui va être révélé en vrai, c'est que tout ceci était un coup monté, que cette sextape, ok, elle date bien de 2003, mais que, vu ce qui s'est passé avec Paris Hilton, ça l'a quand même propulsé sur le devant de la scène. Et il y a peut-être moyen de refaire la même chose sans subir l'humiliation et en réussissant à manipuler un petit peu les médias et à sortir ça au bon moment, dans un bon contexte. On va comprendre, alors ce qu'on dit c'est de la spéculation, mais c'est quand même plus ou moins confirmé par beaucoup de personnes qui ont un peu traîné dans l'affaire, c'est que cette sextape, c'est un coup monté en accord avec les différents partis, c'est-à-dire Kim Kardashian, Ray J et même Kris Jenner qui aura orchestré tout ça pour propulser sa fille au rang de célébrité. Et donc, ce qui fait que Kim n'est pas du tout victime de ce qui s'est passé. Et je pense que l'histoire, maintenant, c'était en 2007, quasiment 20 ans plus tard, on peut vous l'affirmer, Kim Kardashian n'a pas été shamée ni quoi aux caisses pour cette sextape. Au contraire, moi, j'ai pas vu, en tout cas, dans les retours presse, j'ai regardé un peu la presse de l'époque, j'ai pas vu l'acharnement médiatique qu'il y a eu, par exemple, à l'encontre de Paris Hilton à l'époque. Enfin, c'est un équivalent, c'est vraiment un équivalent en termes d'univers, en termes d'histoire, mais c'est pas du tout les mêmes retombées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des révélations de Ray J en mai 2022 qui vont dans le sens de ce que je suis en train de vous raconter. Je vous le cite. « Je suis resté assis dans l'ombre pendant plus de 14 ans, permettant aux Kardashians d'utiliser mon nom, d'abuser de mon nom, de gagner des milliards de dollars sur une décennie et demie en parlant d'un sujet sur lequel je n'ai jamais pris la parole. Je n'ai jamais rien divulgué. Je n'ai jamais divulgué une sextape de ma vie. Cela n'a jamais été une fuite. Ça a toujours été un accord et un partenariat entre Kris Jenner, Kim Kardashian et moi, et nous avons toujours été des partenaires depuis le début de cette affaire. » Donc c'est quelque chose qui aurait été orchestré dès le début pour vraiment propulser Kim Kardashian au rang de célébrité mondiale. Et spoiler, ça a réussi. Ça a complètement réussi et en plus ça a été intégré, donc comme tu disais, dans le storytelling de la nouvelle télé-réalité phare qu'ils allaient lancer quelques mois plus tard. Donc c'est quand même fou que tout soit regroupé en à peu près moins de 12 mois. On est même sur une chronologie d'environ 10 mois. Tout tombe assez bien et le fait qu'ils aient peut-être maîtrisé du coup la sortie de cette sextape eux-mêmes, ça fait qu'elle n'a pas trop été shamée, sachant qu'elle n'avait pas un niveau de popularité aussi élevé que Paris Hilton. Elle n'était pas aussi connue, les gens connaissaient son père, mais il y a quand même 4 filles, ils la connaissaient pas spécialement elle dans la presse, même si on commençait à la voir un petit peu dans les photos de paparazzi parce qu'elle était forcément assistante de Paris Hilton, donc elle l'accompagnait en soirée, elle était entourée de grosses stars de l'époque, elle est déjà apparue dans quelques épisodes de Simple Life, mais c'est pas
une star. C'est pas quelqu'un qui était connu en tant que Kim Kardashian à l'époque. C'était personne. Enfin, entre guillemets, personne. Mais en tout cas, c'était elle avait aucune notoriété. Elle faisait rien, quoi. Et c'est vrai que quand le film sort, alors déjà, apparemment, le fait qu'ils aient porté plainte, ce serait juste pour un peu cacher le fait que c'est un coup monté, sinon les gens ne l'accepteraient pas et ce serait scandaleux. Donc ils ont quand même porté plainte parce qu'il faut bien le faire. C'est de la spéculation, hein, évidemment, ça. On n'a pas de preuves formelles de ça, mais c'est ce qui est dit. Et c'est vrai que le film, il va sortir, donc pas sur Internet, mais il va sortir distribué sur le site de Vivid Entertainment avec un modèle payant et sur des chaînes câblées. Et sachez que selon TMZ, en 2017, donc on est 10 ans plus tard après la vidéo, enfin après la sortie de la vidéo, elle aurait dépassé les 210 millions de vues sur les plateformes payantes uniquement, générant un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars. Donc ça ramène un petit peu de fric. Bon, ça, 100 millions, c'est pas dégueulasse, on dit pas non. Non, c'est clair. Mais après, on peut la trouver. Moi, je me souviens être déjà tombée dessus quand j'étais plus jeune, sans chercher Kim Kardashian du tout, mais être tombée dessus sur Pornhub ou Xhamster et compagnie, enfin, elle est vraiment trouvable partout. Et qu'est-ce qu'on y voit du coup? Parce que je l'ai pas trop regardé celle-ci. Ben, on les voit, on voit une fellation, je crois, on les voit faire l'amour dans un lit, c'est lui qui tient la caméra, ils sont très très proches, petite levrette et tout, enfin... Petite lele. Non, mais enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on imagine d'une sextape. J'ai pas trop de mots, d'autres définitions à dire, mais enfin voilà, rien de... C'est très explicite après, hein, on voit tout. Mais depuis, on n'a pas eu d'énormes histoires de sextape qui a eu autant d'incidences, autant de répercussions. J'ai l'impression, après, c'était vraiment aussi les années 2000, l'époque où Internet, on était en plein boom de tout ce qui était Internet, pornographie, mais je pense qu'en vrai, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur Internet, les productions pornographiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on puisse réavoir ça en vrai. Je pense qu'il faudrait des circonstances vraiment atténuantes ou des personnes très précises, mais je suis pas sûre qu'on puisse faire un aussi gros scandale qu'à l'époque, que ce soit avec Pamela Anderson, Paris Hilton ou Kim Kardashian. On va revenir très rapidement sur d'autres cas. Là, on vous a cité vraiment les 3 cas majeurs qui ont fait l'histoire de la sextape de célébrité. On va revenir sur une dernière femme, qui est encore un autre cas qui n'a rien à voir, vraiment. Eh bien, c'est le cas de Tonya Harding. Peut-être que vous connaissez Tonya Harding, qui est une personnalité très influente et très sulfureuse du monde du patinage artistique. Elle est connue comme étant une championne olympique et la première américaine à réaliser ce qu'on appelle un triple axel en compétition internationale. Le triple axel, c'est vous allez lancer très rapidement sur la glace, vous sautez, vous faites 3 tours sur vous-même dans les airs, enfin, tu réatterris bien. Voilà, si tu te croûtes pas sur la glace. Donc c'est la première à avoir réalisé ça. C'était une patineuse artistique très sulfureuse parce que c'était à l'époque encore plus qu'aujourd'hui une compétence olympique où c'était des filles de bonne famille, il fallait avoir une bonne image, faut être propre sur soi. Tonya Harding, c'était un peu la redneck qui sortait du trou du cul des États-Unis et qui a réussi à se hisser à une place vraiment, n'en déplaise aux juges, mais de qualité, quoi. Elle était très douée, tout le monde le reconnaît qu'elle était une très bonne compétitrice, une très bonne sportive, mais elle a toujours été réduite comme étant un petit peu la plouc du game, alors qu'elle a réalisé des performances olympiques qui, aujourd'hui encore, marquent l'histoire. Mais elle est très connue également pour l'affaire Kerrigan en 1994, c'est-à-dire que ça a été sa dernière grosse compétition. Elle était avec une de ses concurrentes, qui est Nancy Kerrigan, une autre patineuse artistique, qui a été agressée en 1994 à coups de barre en fer dans les genoux. Donc c'est pas très très gentil, et en fait on s'est rendu compte que cette agression aurait été orchestrée par l'entourage de Tonya Harding. Voilà, c'est toujours un peu spécial, mais si cette histoire vous intéresse, je vous recommande l'excellent biopic I, Tonya, avec Margot Robbie dans le rôle principal. Allez le voir, c'est génialissime. Mais du coup, la sextape, elle a été un petit peu éclipsée par toute cette histoire, alors qu'elle est tombée en même temps que tout ce scandale. Le 26 juillet 1994. Ouais, exactement. Effectivement, parce que le 26 juillet 1994, en fait, le magazine Penthouse, qu'on a déjà évoqué, c'est marrant comme on retrouve un petit peu toujours les mêmes acteurs. Comme par hasard. Le magazine Penthouse annonce que son numéro de septembre va présenter de nombreuses photos de Harding et Guy Lolay, qui était son mari, je pense, à l'époque. C'est ça. Ayant des relations sexuelles. C'était la vidéo de leur nuit de noces. Voilà, c'était la vidéo de leur nuit de noces. Donc en fait, ce sont des photos, mais qui sont reliées à une sextape de 35 minutes, qui serait également prête pour la commercialisation directement, exclusivement par Penthouse. Apparemment, c'est quelque chose qui a été tout à fait négocié avec Tonya. Parce que moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que ils ont vraiment négocié pour avoir un paiement, quelque chose de légal sur la vente de cet exemplaire de Penthouse et sur la vente des cassettes qui auraient été vendues pour 29,95€ la pièce. Dollars, tu veux dire ? Dollars. Mais je suis pas totalement certaine parce que j'ai vraiment fouillé. Alors,
Normalement, cette histoire, elle intervient juste après la compétition et suite à l'affaire avec Nancy Kerrigan. En fait, ce qui s'est passé suite à l'affaire Nancy Kerrigan, c'est que Tonya Harding est exclue, est interdit de faire à nouveau du patinage artistique. Donc du coup, elle va essayer de se reconvertir dans pas mal de choses, elle va avoir besoin de payer ses frais de justice, etc. Donc, en gros, l'affaire de leak, entre guillemets, de sextape intervient juste après. Et en effet, la légende veut que pour $400,000, elle aurait vendu cette sextape à Penthouse. Mais ses avocats ont réfuté complètement tout ça en disant qu'on lui aurait même proposé plus de $600,000 pour faire plus de nudes, mais qu'elle aurait refusé. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est pas impossible, au vu du personnage en plus de Tonya Harding qui est assez foufou dans sa tête et qui est un peu parti dans tous les sens suite à ce procès avec Nancy Kerrigan. C'est pas impossible, mais en soi, moi je trouve que c'est un peu une bonne chose, c'est qu'on n'entend pas tant parler de cette histoire de sextape que ça par rapport malheureusement à l'affaire avec sa rivale, mais également elle reste quand même très très connue pour avoir réussi à faire un trip axel et ça je trouve ça très très cool. Après, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des femmes, mais sachez qu'il y a quand même des sextapes de mecs, évidemment. Il y a des stars qui ont fait des sextapes, des accros, sexe ou pas. Mais il y a des hommes, et on va vous en citer quelques-uns. Pour le premier, un petit peu le plus connu et le plus ou moins récent qu'on a eu, récent pas tellement puisque ça date de 2005, on a l'acteur Colin Farrell, qui a une sextape qui a été leakée avec lui en train de faire l'amour avec une playmate qui s'appelle Nicole Narin. C'est une vidéo de 13 minutes. Il a porté plainte contre Nicole et Internet Commerce Group. Internet Commerce Group qui a apparemment proposé $5 millions à Colin pour pouvoir autoriser la diffusion de la vidéo, mais il a refusé parce qu'il n'en avait vraiment pas envie. Sachez qu'à ce moment-là aussi, Colin Farrell était assez réputé pour de nombreuses frasques qui étaient relayées dans les médias et les magazines People. Il a déjà évoqué plusieurs fois, mais il était alcoolique. Enfin voilà, c'était une période où il était en plein boom et en plein succès. Je crois qu'il venait d'avoir le rôle principal d'Alexandre, en fait, quand la sextape leak. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est bankable à ce moment-là. Sur le qui a diffusé, on sait pas trop. Apparemment, c'est la playmate qui avait la cassette. Ce serait un producteur qui serait tombé dessus. C'est un petit peu mystérieux. Elle nie l'avoir donné volontairement. Mais en tout cas, Colin Farrell a toujours reproché à Nicole Narin d'avoir été la principale responsable du leakage de cette vidéo. Dans un autre genre, on va avoir un autre acteur, qui est Dustin Diamond, qui est très connu pour son rôle dans Sauvé par le Gong. En 2006, eh bien, Diamond a en gros diffuser sa propre sextape. Voilà, tout simplement. Je crois que ça s'appelle, alors en anglais c'est Screeched, Saved by the Smell. C'est de très mauvais goût. Et c'est en featuring avec Melanie McFarlane. Je sais pas qui c'est, j'ai pas réussi à savoir qui c'est la personne avec qui il aurait fait ça. Mais en tout cas, c'est 100% orchestré par lui. Et en gros, il avait dit qu'il avait fait un petit peu cette vidéo parce que lui et un groupe d'amis avaient l'habitude de faire ça et de faire tourner leurs vidéos. Écoutez, quoi dire de ça, hein, encore une fois, boys will be boys. Et en gros, il aurait révélé des années plus tard dans une interview avec Oprah Winfrey que, en fait, il n'est pas dans la sextape et que ce serait une doublure, mais que ce serait pas lui. Oui, qui se serait servi d'un god apparemment. Exactement, mais que en gros, vous voyez pas vraiment d'acte intime avec lui directement, donc que ce serait une fausse sextape. Je crois que là, on est un peu sur un acteur aussi qui est en manque d'attention parce que Sauvé par le Gong, c'était 1989-90. Là, Screeched, là, sa vidéo porno, c'est 2006. On le voyait clairement plus à cette époque. Enfin, il a jamais fait de grands rôles. Non. Après Sauvé par le Gong, on est un petit peu sur une vidéo qui essayait, je pense, peut-être de le faire revenir sur le devant de la scène, mais bon, ça n'a pas marché. Eh bien non. Nouvelle personnalité, cette fois-ci dans le monde de la musique avec Gene Simmons. Donc si vous êtes fan de rock américain, vous savez que c'est le bassiste de Kiss qui a fait sa petite sextape, qui a leaké également sur les internets. Encore une fois, les raisons de ce leak sont mystérieuses. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait que c'était avec une mannequin, je crois qu'elle est mannequin, Tracy Anna Koval, qui a expliqué que cette sextape, qui n'a pas été leakée par elle bien entendu, selon ses dires en tout cas, a complètement détruit sa vie, a détruit sa carrière qui était naissante à l'époque. Elle essayait d'être actrice, elle n'a pas réussi. Elle aurait été complètement écartée de son cercle d'amis célébrités à tel point que plus personne n'a voulu lui parler et que, comme Paris Hilton, en fait, elle s'est faite complètement shamer et elle a disparu du système. Putain, alors que de ce qu'elle disait, c'est pas elle. Qu'apparemment, elle était chez quelqu'un, elle était chez Ja Rule, je crois. Elle explique dans l'anecdote qu'elle était chez Ja Rule, en fait, au moment où ils apprennent que ce leak existe et que Ja Rule l'aurait juste renvoyé de chez lui. Il lui aurait dit tu sors. Directement, tu sors. Et plus personne lui aurait parlé dans le cercle. En tout cas, c'était une humiliation totale et cette personne a disparu, en tout cas, de la sphère artistique hollywoodienne. Mais le prochain, on le connaît bien, il est français.
Mais oui, parce qu'il y a quand même des Français dans cette histoire. Hein. On va d'abord parler de Mathieu Valbuena, dont on sait qu'il y a une sextape, mais qui n'a jamais été diffusée. Pour vous rappeler un petit peu cette histoire rapidement, c'était en juin 2015, Mathieu Valbuena dépose plainte auprès d'un individu qui lui aurait réclamé de l'argent pour ne pas divulguer une vidéo intime de lui avec sa compagne. Il faut savoir que parmi toutes ces personnes concernées, il y a Karim Benzema, et qui a été poursuivi pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. Karim Benzema qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende, plus 80 000 € à Mathieu Valbuena au titre de préjudice moral. Alors après, est-ce que ça atteint la carrière de Mathieu Valbuena ? Je sais pas, parce que je regarde pas trop le foot. Il n'a pas été sélectionné par la suite en équipe de France, que ça soit cette raison ou pas. Disons qu'il semblerait que ça ait un petit peu plombé sa carrière sportive au-delà de... Enfin, j'ai peur de dire des bêtises en football, mais vous avez compris, en tout cas. Maintenant, Mathieu Valbuena est quand même principalement associé à cette affaire plutôt qu'à sa carrière sportive, alors qu'il a fait quand même partie de l'équipe de France pendant au moins une fois, c'est sûr. Mais il y a un autre Français dans cette histoire aussi. Enfin, dans cette histoire, non, dans une autre histoire. Il y a la bite à Griveaux. La bite à Griveaux 2020, là, on se rapproche encore plus. Benjamin Griveaux est un homme politique français. Il se présente aux élections municipales de Paris en 2020, précisément sous la bannière En Marche de Macron. 1 mois avant le scrutin, il y a une divulgation de vidéos privées à caractère sexuel par un militant russe, Piotr Pawlenski, pardon pour la prononciation, qui va le conduire en fait, qui va forcer Benjamin Griveaux à retirer sa candidature parce qu'il fait face, suite à ça, à de mauvais sondages et qu'il sait que c'est quasi impossible de se relever de ça. À l'origine, ces vidéos étaient adressées à une femme. On voit un homme se masturber, on voit pas le visage, mais ces images sont attribuées à Benjamin Griveaux et il a confirmé qu'il était l'auteur de vidéos. En gros, il a envoyé 5 ou 6 vidéos, donc ça c'est ce qu'il va déclarer aux enquêteurs. Il a envoyé 5-6 vidéos entre mai et août 2018 à Alexandra Dettadeo, une étudiante en droit dont il avait fait la connaissance en ligne, qu'il avait rencontrée qu'une fois, mais avec qui voilà, ils ont une relation sexuelle consentie et avec qui il a poursuivi une relation sexuelle numérique à distance via Facebook Messenger. Et c'est à travers cette conversation qu'il a envoyé plusieurs vidéos de son sexe en érection. Et sachez qu'Alexandra Dettadeo est la compagne de Piotr Pawlenski, qui est le militant russe qui a diffusé donc les vidéos. En tout cas, c'était une diffusion considérée par Piotr comme un acte militant pour dénoncer l'hypocrisie politique et compagnie. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Benjamin Griveaux a dû renoncer à la candidature et qu'aujourd'hui, politiquement parlant, je ne sais plus trop ce qu'il en est, mais en tout cas, il n'existe plus vraiment. Et on va tout de suite repasser aux États-Unis avec l'acteur Rob Lowe. Toi, est-ce que tu vois qui c'est comme acteur, Mina, ou pas ? Parce que c'est vrai qu'on le connaît pas trop. Moi, je le connais très bien, c'est de Parks and Recreation. Ouais. Oui, je vois tout à fait physiquement quel est cet acteur. Disons que c'est un acteur dont le visage est assez célèbre, mais c'est rarement un premier rôle. Ouais, c'est ça. Et on parle vraiment d'une sextape qui est réalisée, alors là, on est même avant Pamela Anderson, on est avant tout ça, on parle d'une sextape qui a été tournée en 1988. À l'époque, Rob Lowe avait 24 ans et ça inclut 2 partenaires féminins, non pas une, mais 2. La première qui s'appelle Tara Siebert, qui avait 22 ans à l'époque, et la deuxième, une amie plus jeune qui s'appelle Lena Jane Parsons et qui avait 16 ans à l'époque. Et du coup, ils ont passé une très bonne soirée, apparemment, il n'y avait pas de souci. Je sais plus quand ça a été diffusé d'ailleurs. Est-ce que tu as la date par curiosité ? Moi, j'ai juste 1988. Ouais, on n'a pas de date de diffusion. Non. On sait que c'est sorti dans les années 90 à peu près. Et sachant qu'en fait, il y a une mineure dans l'histoire, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la vidéo a été tournée en Géorgie et à l'époque en Géorgie, l'âge du consentement sexuel était à seulement 14 ans. Donc Rob Lowe, il n'était pas dans l'illégalité plutôt sexuelle. Même si il fallait bien avoir 18 ans pour apparaître dans de telles vidéos. Mais apparemment, ça n'a pas trop affecté la carrière de Rob Lowe, qui a une belle filmographie, que ce soit en série ou en film. Et il s'est même foutu de la gueule de cette histoire à plusieurs reprises en tant qu'host du Saturday Night Live. Donc c'est quelque chose qui n'a pas du tout impacté sur sa carrière. Et je trouve ça fou quand tu vois des histoires comme Pamela Anderson, Paris Hilton et tout ça. Lui, ça n'a rien fait alors qu'il a même couché avec une mineure. Aucun problème. J'ai l'impression qu'il a eu une très légère, mais quand je dis légère, c'est tout petit passage, un peu passage du désert, là je sais plus comment on dit, mais un moment où quand même il était un petit peu moins appelé parce que ça légèrement salit son image, mais comme tu dis, mais c'est tellement rien par rapport aux femmes qu'on a évoquées auparavant. Enfin, genre, il a fait la couverture du magazine People seulement 1 an après la diffusion de la sextape, donc on rappelle avec une fille qui avait 16 ans, et sur la couverture c'était écrit « Après 1 an d'humiliation publique, l'acteur revient ».
Tu sais, genre, ok, tout va bien. Le mec, vraiment, ça. il a pas su faire longtemps, quoi. Et on va s'arrêter là pour le listing, ça fait quand même pas mal. Sachez qu'il y en a encore plein. Et on aurait pu continuer encore longtemps, surtout des sextapes d'hommes. Mais on va s'arrêter là parce que sinon l'émission va durer 3 heures et c'est pas le principe. Donc on va tout de suite passer à la partie plus profonde. On va un petit peu s'attarder sur les sextapes, quelles conséquences de manière générale. Et première question, sextape, eh bien écoutez, quand le sexe détruit une carrière exclusivement féminine ? Point d'interrogation. Si on prend les 2 premiers exemples qu'on a eus, c'était quand même Pamela Anderson et Paris Hilton. On est sur des personnalités qui étaient plus ou moins déjà installées à l'époque. C'était un petit peu des petites starlettes, quoi. Je pense qu'on peut les appeler comme ça. Donc, ça a affecté clairement leur carrière. Enfin, on l'a vu. Pamela Anderson, elle a stagné pendant longtemps. Finalement, elle n'a jamais réussi à avoir de rôle important. Paris Hilton avait des rêves peut-être de faire un peu plus de cinéma, de devenir actrice. Pareil, elle a dû abandonner ses rêves suite à cette histoire de sextape. Donc certes, elles ont continué à être médiatisées parce qu'elles avaient l'argent, parce qu'elles avaient quand même déjà une petite stature, elles étaient déjà un petit peu positionnées comme des célébrités. Donc je pense que ça suffit pour qu'elles restent médiatisées. Mais en termes d'ambition professionnelle, bah ouais, ça a détruit quand même une partie de leurs envies, de leurs désirs, de leurs projets. Donc je pense qu'on peut dire que oui, ça peut détruire une carrière. Mais comment ça se fait que ce soit exclusivement féminin ? Parce que tu vois, on a quand même cité pas mal d'hommes. Et c'est des affaires qui reviennent encore aujourd'hui. Je vais prendre un autre exemple. C'est pas de la sextape, encore une fois, mais regarde l'affaire entre Johnny Depp et Amber Heard. Comment ça se fait qu'on ait Johnny Depp qui soit tout le temps en train de faire des films, encore c'est son grand retour à Cannes avec Maïwenn en ce moment. Je l'ai vu sur des posters qui faisaient des tournées musicales avec d'autres personnalités un petit peu rock'n'roll, je les ai vus, etc. Dans le métro il y a quelques mois. Comment ça se fait qu'Amber Heard, par contre, elle devient persona non grata ? Pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qui subissent ? Et en plus, ce qui est fou, c'est que ces femmes, elles sont vraiment victimes. La seule qui n'est pas victime, c'est Kim Kardashian. Et peut-être c'est la seule solution pour s'en sortir parce qu'elle a eu la carrière qu'on lui connaît, pas principalement grâce à ça, mais en grande partie. Comment ça se fait ? Enfin, bon, après, société patriarcale, tu me diras, tout ça, mais c'est quand même assez flagrant qu'à chaque fois, ce soit des victimes qui soient encore plus victimes de la situation de manière générale, au point que ça les anéantisse, que ça crée des traumas et que ça détruise leur vie, malheureusement, alors que c'est des femmes qui ont tout pour réussir. Ouais, puis tu vois, on est quand même sur des cas qui sont spécifiques aux États-Unis. Tu vois, Paris Hilton, Pamela Anderson, on est sur des actrices américaines. Tu vois, il y a aussi le côté, les États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut être hyper sexy, il faut savoir vendre son corps, mais on fait pas l'amour. Mais pas l'amour avant le mariage. Enfin, tu vois, il y a un espèce de rapport au sexe qui est quand même un petit peu étrange et un petit peu contradictoire, si je puis dire. Donc je pense qu'à partir du moment où tu dépasses ce stade de t'es juste sexy, tu te dénudes un petit peu en te voyant en maillot de bain à la télévision, ah c'est mignon, trop cool, la petite fille sacrée de l'Amérique, d'un seul coup, pardon, cette femme a une vie sexuelle, excusez-moi, en fait, non. En plus, on est sur des périodes, en tout cas surtout Paris Hilton, tu vois, les années 2000, c'est l'explosion des magazines People. Enfin, on est sur un truc quand même ingrat. Nous, à côté, en France, on est gentils. Enfin, on est des gentils petits gars, tu vois. Nos publics, nos closers, c'est pas le truc des États-Unis avec leurs commentaires hyper méchants, hyper violents. Donc là, dès que t'as ce truc un peu croustillant d'avoir leur sexe montré à l'écran ou leur poitrine, les magazines s'y mettent à cœur joie parce que tu sais que ça va faire du chiffre. En plus, c'est ça le truc, c'est que derrière, t'as toujours cette question d'argent où tous les gens qui ont diffusé ces vidéos aussi ont essayé de se faire un paquet de thunes. Parfois, ils y ont réussi, parfois non. Mais à côté, t'as aussi la télévision, les émissions télé, les magazines People qui vont parler de ça, qui vont faire des talk-shows, qui vont faire des dossiers, qui vendent un max de max. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas d'histoire similaire. La seule histoire qu'on pourrait avoir de similaire, encore une fois, c'est pas une sextape. Je vais penser à Zaya, qui est devenue mannequin à l'époque, qui a eu une liaison en fait avec comment il s'appelle, qui a été escort girl et qui a été connue pour sa liaison avec Franck Ribéry. C'est Ribéry ? Ouais, c'est Franck Ribéry. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, et il y avait Karim Benzema loin dans cette histoire. Ouais, c'est ça. Ah oui, en juillet, la même année, Franck Ribéry, Karim Benzema sont mis en examen pour sollicitation de prostituée mineure. Elle était mineure, c'est vrai. Et en fait, je me pose la question, par rapport à des histoires comme ça et avec Kim Kardashian, est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement que Pamela Anderson et Paris Hilton assument d'une certaine manière pour réussir à prendre le contrôle sur ça, malheureusement, exposer leur sexualité, essayer d'assumer quelque chose qu'elles n'ont pas voulu, parce que finalement, c'est en assumant ça que ces quelques femmes qui ont des histoires, qui ont été mises sur le devant de la scène plus ou moins de manière calculée, ont réussi à faire carrière et avoir une belle carrière. Quand tu regardes une Zaya, encore une fois, c'est pas une histoire de sextape, mais ça aurait pu, je pense. Elle a fini chez Jean-Paul Gaultier au cinéma, quoi. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement qu'elles assument cette sexualité pour que finalement ça marche ? Parce que
En fait, ce qui marchait bien, par exemple, j'ai pensé à une autre personnalité qui n'a pas été au cœur d'une sextape, mais c'est tout comme Anna Nicole Smith, dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix, allez le voir, il est très bien. Mais en effet, Anna Nicole Smith, je pense qu'il y aurait une sextape qui serait sortie d'elle. Ça aurait pas choqué plus que ça, elle l'aurait assumé, et ça aurait pas freiné sa carrière, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que, pour moi, ça détruit encore plus quand tu n'assumes pas. Malheureusement, même si tu es victime, ça détruit encore plus quand tu n'assumes pas, quand tu ne deviens pas à part entière ce sexe symbole en disant... bah voilà, ça existe, maintenant est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Et en même temps, c'est compliqué, c'était une époque où tu connaissais pas ce genre de choses, c'est une époque où la sexualité, c'était pas encore médiatisé comme on le sait aujourd'hui. Pamela Anderson, encore plus que Paris Hilton. Donc je me demande si, malheureusement, même si elles étaient victimes de ces histoires et qu'elles n'auraient rien dû à faire et elles n'auraient pas dû subir tout ça, est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'elles assument et qu'elles prennent position, qu'elles prennent à contre-pied tout ça pour essayer de surfer entre guillemets sur ce scandale et de l'enterrer plutôt qu'essayer de le cacher. Moi, tu sais, c'est un peu l'effet Streisand, c'est l'effet où c'est en fait vouloir cacher quelque chose ou vraiment ne pas vouloir parler de quelque chose qui va faire que tout le monde en parle encore plus. Après, tu vois, pour revenir sur Kim Kardashian, certes, elle a assumé le truc et en plus, elle est quand même réputée pour possiblement avoir d'elle-même leaké la vidéo, mais ça n'empêche que quand ils en parlent dans la série Keeping Up with the Kardashians, elle en parle pas de manière genre waouh super génial, tu vois, elle en parle en mode c'était un moment difficile pour elle, c'était compliqué, enfin tu vois, elle joue aussi sur ça, mais d'une certaine manière elle a quand même réussi à maîtriser déjà la diffusion, parce qu'on est sur une vidéo qui était diffusée par un grand groupe, on n'est pas sur un truc qui s'est diffusé à travers le manteau, enfin tu sais, sous le manteau, le truc un petit peu sale, un petit peu secret et tout, enfin c'était un truc qui était annoncé, qui était gros, donc ouais, je sais pas, je pense qu'il y a eu clairement beaucoup plus de maîtrise du côté de Kardashian, mais comme aujourd'hui certaines peuvent le dire, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des fois quand il y a des leaks de photos, on n'en a pas parlé dans notre épisode sur les influenceuses avec... Emma Cup. Ouais, Emma Cup peut-être, je sais plus. Mais enfin tu sais, il y en a pas mal qui aujourd'hui quand t'as des leaks de photos, au lieu de se scandaliser, elles vont dire du coup je vais diffuser la photo avant parce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire du chantage, donc je vais la diffuser avant, genre en mode ok voilà mes seins, qu'est-ce que vous allez faire ? Et en fait du coup ça fait pas un raz-de-marée comme t'as eu avec Pamela et Paris Hilton, parce que elle l'a fait d'elle-même, elle l'a assumé, et du coup les gens passent à la suite parce qu'il n'y a pas ce côté interdit qu'il y avait avec la cassette de Pamela Anderson. Mais je pense que de toute façon, en fait, Pamela Anderson, pour moi, elle était condamnée. Quoi qu'elle fasse, elle aurait jamais pu s'en sortir, dans le sens où c'était la première fois. C'était du jamais vu. Je pense que ça aurait créé scandale. En tout cas, tout le monde aurait été voir de manière générale. Et surtout, dans le cas de Pamela Anderson, il faut le rappeler, mais on ne parle pas d'une sextape à part entière. On parle vraiment d'un film intime avec 8 minutes de sexe. Ça veut dire que ça représente même pas 10%. Enfin, ça représente vraiment une infinité de la vidéo. On parle même pas d'un film de cul à part entière. Ouais. Donc je pense que Pamela Anderson, c'est vraiment un mauvais effet médiatique. C'était des années 90, c'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, c'était nouveau. Pour moi, Pamela Anderson, c'est vraiment une victime de A à Z. Elle aurait rien pu faire pour éviter ça. Même l'assumer, je suis pas certaine qu'elle serait sauvée, parce que on parle même pas d'un film de boule, quoi, en fait. C'est une partie de sa vie, en fait, qu'on a diffusée. Pour moi, c'est encore plus grave. Mais en plus, je trouve que le fait qu'il y ait eu une sextape pour Pamela et pour Paris Hilton, je les regroupe assez sur pas mal de points. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'on est sur deux femmes qui ont un côté un petit peu dévergondé. Tu vois, Pamela Anderson, on sait qu'elle a eu pas mal de relations, même avant cette histoire, qu'elle aimait bien faire la fête, qu'elle sortait avec beaucoup de mecs. Paris Hilton, c'est exactement pareil. Du coup, j'ai l'impression que ça va donner aussi du grain à moudre. Genre, tu sais, les gens, ils sont contents qu'il y ait une sextape. Il y a un peu ce côté, on savait que c'était pas des prudes, ça y est, on a la confirmation. La meuf se filme en train de faire l'amour. Tu vois, il y a un peu ce truc où ça confirme l'image que les médias déjà dépeignaient d'elle, c'est-à-dire l'image de femme pas très maligne, juste jolie, bien foutue où il faut, et un peu nunuche. Donc, j'ai l'impression que les gens sont aussi bien contents de se dire ça prouve bien qu'elle est un peu conne, tu vois. Ouais. Et moi, ce qui me choque encore plus, c'est que les hommes, leurs partenaires en tout cas de vidéo, ils n'ont rien eu du tout, quoi. Enfin, vraiment, encore une fois, c'est comment ça se fait. Bon, après, encore une fois, système patriarcal, on va poser des questions un peu cons aussi, mais l'histoire a fait qu'on s'est rendu compte que les femmes, elles étaient très médiatisées, elles devaient rentrer dans des moules, surtout dans les années 90, début 2000, on n'était pas encore dans un éveil du féminisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, on n'était pas dans un éveil de MeToo, on n'était pas dans un éveil de les femmes ne sont pas que des bimbons blondes qui sont là pour satisfaire un certain male gaze, surtout dans les industries culturelles et créatives. Donc, moi, ça m'attriste quand même un petit peu de voir que il n'y a pas de retour de bâton pour les hommes, au contraire, ils sont même félicités, et qu'à côté, vraiment, ça détruit des carrières, d'en effet, femmes qui étaient considérées comme futiles. On a un pattern, les deux meufs blondes, vraiment, qui étaient en vue à l'époque, qui étaient vraiment les Golden Girls. C'est quand même un petit peu triste, quoi. Donc,
Je sais pas, je me dis, si ça arrivait aujourd'hui avec quelqu'un qu'on connaît énormément, est-ce qu'on la shamerait autant ? Je pense pas, avec la culture qu'on a et avec aussi la connaissance du revenge porn, parce qu'on parle de revenge porn, mais ce mot n'existait pas. Le revenge porn a été reconnu, en tout cas en France, légalement comme un crime à partir de 2016. Ce mot n'existe que depuis 10 ans, je pense, à tout péter. Donc finalement, on était dans un crime, un délit qui était vraiment minimisé à l'époque, où on était plutôt dans une logique de shamer les femmes, dans surtout ce genre de personnalité publique qui était assez considérée comme superficielle, même si elle n'était pas. Elle jouait de cette image, ça voulait pas dire qu'elle l'était, comme une Marilyn Monroe par exemple à son époque. Mais franchement, ouais, je pense que aussi la culture fait que aujourd'hui on pourrait pas avoir facilement ce genre de choses, et je pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas, une personnalité à qui ça arriverait, une femme en tout cas qui serait victime de revenge porn, subirait un tail shaming. Et je suis un peu contente de me dire ça d'une certaine manière. Après, c'est vrai que les hommes, dans les cas où les stars principales sont les femmes, les hommes n'ont jamais été vraiment punis. Enfin, pour Pamela Anderson et Tommy Lee, Tommy Lee, il a été félicité sur la taille de son sexe. Paris Hilton et Rick Salomon, Rick Salomon, il n'a pas été tant emmerdé que ça par la justice, et finalement il a poursuivi sa carrière en mode tranquille. Après, c'est vrai que pour les hommes qu'on a évoqués tout à l'heure, Colin Farrell, ça n'a pas du tout atteint sa carrière, c'est pas du tout un problème, mais Benjamin Griveaux, voilà, il a plus fait de carrière politique après. T'en as quand même quelques-uns pour qui ça a été vraiment des vraies répercussions en tant qu'homme d'avoir leur vie sexuelle exposée. Je vais penser aussi à un autre homme qu'on n'a pas évoqué, mais R. Kelly. Ah bah oui, bien sûr. Qui a eu des divulgations à partir de 2002 quand même. Cette affaire, elle est vieille. C'est-à-dire dès 2002, il y a eu des preuves vidéo montrant que R. Kelly avait eu des relations sexuelles avec une mineure dans des situations quand même très glauques. Sauf qu'il a fallu attendre tellement d'années avant que l'affaire prenne vraiment... que ça se retourne vraiment contre lui et qu'il soit condamné à plusieurs années, dizaines d'années de réclusion criminelle. Il a été puni en tant qu'homme à cause de ses sextapes, mais voilà, qui dépassait en plus un cadre beaucoup plus grave et beaucoup plus glauque avec de la pédocriminalité. Mais il a fallu quand même attendre un bon bout de temps, tu vois, alors que la première vidéo a été leakée en 2002. Je crois qu'il a été condamné en 2021. Ouais, okay. Voilà, donc on est à quasiment 20 ans. Voilà, entre la première vidéo diffusée et la condamnation. Après, je reviens quand même sur ce que tu dis sur les retombées. C'est-à-dire que quand on parle de retombées, souvent, c'est dans des hommes qui sont dans la sphère politique, comme par exemple la bite à Griveaux. Être dans la politique, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. T'es tellement obligé d'avoir une bonne image que n'importe quelle histoire un peu sexuelle dans laquelle tu te tremperais et qui serait un petit peu rendue publique, tu es condamné. Pour moi, en fait, c'est ça. Et la différence, c'est également que Tommy Lee, il était dans le milieu rock'n'roll assez hard rock des années 90 américains. C'était le genre de comportement où t'étais en mode, ils ken, ils se droguent, ils boivent, ils fument. Enfin, tu vois, ça participe en fait à l'image que t'as, je pense, ce genre de choses à l'époque. Maintenant, on peut moins se dire ça, je pense, d'une certaine manière. Mais à l'époque, c'était le genre de milieu où c'est un peu triste de dire ça, mais toléré d'une certaine manière. Là où les femmes, déjà, le fait que tu sois une femme, le fait que tu aies une vie sexuelle, comme tu dis, ça ne passe pas. Et encore moins quand tu es la petite chérie de l'Amérique et que tu dois être glamour, mais pas sexualisée, comme tu le disais très bien auparavant. Et l'autre cas dans lequel ça passe pas, c'est si tu es vraiment dans l'illégalité avec du crime, un viol qui est vraiment prouvé, entre guillemets. Et encore, tu vois, on a parlé de Rob Lowe qui a couché avec une mineure, ça n'a pas eu vraiment de répercussions, quoi, en soi. Ouais, parce qu'en plus, il était dans la légalité, finalement, selon en Géorgie. Techniquement, il était dans la légalité dans le rapport qu'il y a eu. Mais le fait que la vidéo a été diffusée, ça fait que quand tu es actrice, tu es obligée d'avoir 18 ans minimum. Donc, c'est subtil. Et comme c'est accidentel, en fait, c'est ce qui a fait que c'est passé comme une lettre à la poste malgré lui, quoi. Mais on le voit quand même avoir des rapports avec une mineure qui... je sais pas s'ils sont sur Internet, j'ai pas été les chercher. Mais en tout cas, ça existait. Et je pense qu'à mon avis, vous pouvez les trouver plus ou moins facilement sur Internet. Et pour terminer avec l'avis des principales concernées, je reviens sur le documentaire de Paris Hilton qui est disponible sur YouTube, qui est assez intéressant si ça vous intéresse un petit peu d'en savoir plus sur sa vie, où elle va parler de cette partie qui a marqué sa vie, la diffusion de la sextape. Elle parle que ça a été un moment hyper difficile, elle était moquée constamment, humiliée à la télévision, et notamment dans les late night aux États-Unis où les présentateurs, malgré le fait que publiquement elle ait dit qu'elle n'était pas consentante, qu'elle ait porté plainte aussi pour la diffusion de cette vidéo, malgré tout, les médias en rient. C'est vraiment le truc où on sait que c'est une pauvre fille qui avait 19 ans à l'époque, le gars avait 13 ans de plus, c'est lui qui a leaké la vidéo, elle n'était pas consentante, mais c'est quand même rigolo, non ? Donc en fait, elle avait droit à des commentaires d'humoristes à la télévision en mode « Ah, j'ai vu la vidéo, dis donc, c'est une fille très avenante » ou des commentaires un petit peu plus méchants du style « Quelle tristesse pour la famille ». Oui, pour la famille. Et elle n'a pas subi, non. Et c'est vrai qu'elle dit que dans ce documentaire, on l'a fait passer, elle, pour la méchante, comme si elle avait commis une faute, alors que elle considère avoir subi un viol numérique.
Ça a été quelque chose avec lequel aujourd'hui elle a encore beaucoup de mal à parler et qui la traumatise, et voilà, on voit qu'elle est en train de pleurer à ce moment-là qu'elle en parle. Enfin, c'est vraiment quelque chose des années plus tard, enfin même 20 ans plus tard maintenant, qui est encore extrêmement douloureux pour elle. Mais pour aller à contre-pied de toutes celles qui ont enduré, on va aller dans le sens de celles qui ont réussi. Alors finalement, le marketing de la sextape, finalement, le scandale, ça peut payer, et Kim Kardashian le montre très bien, et on se rend compte aujourd'hui particulièrement qu'on est à une époque où se sexualiser, ça peut marcher, peut-être pas forcément à coup de sextape, mais qu'en tout cas, se montrer dans certaines positions, dans certaines situations avec les bonnes personnes, finalement, ça peut être un bon coup de com' et une bonne propulsion pour sa carrière. C'est vrai qu'on sait que les Kardashian, en tout cas la sextape de Kim Kardashian, ça a été un énorme succès, et ça a été ce qui a vraiment permis à Kardashian d'exploser et de se faire connaître aux yeux du monde entier, alors qu'elle était entre guillemets personne, malgré la famille célèbre qu'elle avait et l'argent qu'elle avait à la maison. Pour revenir sur sa sextape, il faut savoir que dès que Kim se met un petit peu à nu, enfin elle se met souvent à nu, mais en tout cas dès qu'elle se met à nu de manière un petit peu provocante, je pensais par exemple à une couverture qu'elle a fait dans le magazine Paper, qui est très célèbre, je pense que vous l'avez déjà toute vue, où elle fait exploser une bouteille de champagne avec des fesses hyper rebondies. Elle est nue sur quelques photos. Eh bien, sachez que suite à la diffusion de cette couverture, les ventes du film ont explosé à nouveau, et que Ray J, vu qu'il avait des droits sur la diffusion de cette vidéo, aurait empoché $50,000 en une semaine après la publication de la couverture de ce magazine. Et on est vraiment sur une sextape qui est, un objet encore utilisé aujourd'hui pour eux faire de l'argent, ou pour les Kardashian permettre de augmenter l'intérêt pour eux. C'est-à-dire que pendant des années et pendant la diffusion de toute leur télé-réalité, l'histoire de la sextape, elle va revenir un petit peu comme ça de temps en temps, elle va rythmer leur show. Dès qu'il va y avoir une baisse d'audience ou un changement de diffuseur, on va remettre la sextape sur le tapis pour attirer les téléspectateurs, on va en faire un épisode, un passage dans l'épisode qui va être diffusé sur les réseaux sociaux où on voit qu'elle est en train d'en parler. Et voilà, constamment, ça va rythmer le show pour permettre de faire rebooster un petit peu les audiences. Donc c'est devenu un vrai outil marketing. Mais comment est-ce qu'ils arrivent, je sais pas si t'as suivi ça, mais comment est-ce qu'ils arrivent à toujours revenir sur la sextape, parce que c'était un truc qui date d'il y a 15 ans quand même. Comment est-ce qu'ils arrivent à recycler tout le temps ça ? Est-ce que t'as déjà regardé la télé-réalité ou pas ? Je crois qu'on a essayé. Fut une époque où on se faisait chier, ou qu'on voulait regarder un truc, viens, on regarde les Kardashian. Et on a essayé, et franchement, je trouve ça insupportable. Je ne comprends pas comment tu peux regarder des saisons de ça. Donc j'ai déjà essayé, mais j'aimerais bien comprendre, en tout cas, comment est-ce qu'ils arrivent à recycler ça. Tu vois, en 15 ans, en fait, ce qui est très intéressant avec les Kardashian, c'est qu'ils ont compris que le scandale, ça paye. C'est comme ça qu'ils font leur com. Il y a une youtubeuse qui est super intéressante, qui a fait une vidéo justement sur le marketing du scandale, qui s'appelle Crazy Sally. Allez la voir, c'est une excellente analyse justement de la manière de marketer le scandale des Kardashian. Et la sextape, ça a été seulement le premier d'une longue liste. Mais par exemple, vous aviez eu... C'est laquelle qui a sorti sa marque de maquillage ? C'est Kylie Jenner, je crois. Kylie, ouais. Ouais, c'est Kylie Jenner qui avait sorti en fait une marque de lipstick où en gros on disait attention, c'est dangereux, gna gna gna, ça va vous faire repulper les trucs. Puis le moment, et ça fait exploser les ventes parce que tout le monde a acheté. En fait, c'est trop horrible, c'est le bad buzz. C'est vraiment un marketing du bad buzz, pas non plus bad, mais ça marche quoi. Enfin, c'est chaque moment, chaque grand période de la carrière des Kardashian est marqué par un scandale qui va pas dans leur sens, mais qui va faire propulser les ventes. Mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que la sextape revient tout le temps sur le devant de la scène. Comment est-ce que tu peux recycler quelque chose comme ça ? Après, moi, pour avoir regardé quelques épisodes il y a longtemps, et il y a pas si longtemps que ça, je me les étais relancés par curiosité, c'est vraiment très bien scénarisé. Enfin, je trouve que c'est une série qui peut être... Enfin, une télé-réalité qui peut être assez addictive. Et je trouve que tout est bien. Tu vois que c'est scénarisé, qu'il y a de la mise en scène, que les situations sont amenées volontairement. Donc je pense que c'est très facile de réintégrer la sextape parce qu'on est sur un moment important de la vie de Kim Kardashian, sur un moment qui a fait le buzz à l'international. Donc c'est pas compliqué, tu vois. Dès qu'il y a une embrouille entre les sœurs, ils vont ressortir l'excuse de la sextape. C'est pareil, il y avait un épisode où en gros, il y avait une des sœurs qui avait possiblement des photos, elle, nues, qui allait leaker. Et du coup, c'était l'occasion de remettre sur le devant de la scène le moment que Kim a vécu pendant la diffusion de sa sextape où elle était nue aussi. Enfin voilà, tu vois. Il y a toujours des moments où, en vrai, c'est facile pour eux de la ressortir. Et en gros, c'est juste selon toi que le public est tellement avide de la moindre miette de détails sur ce qui s'est passé que tout le monde est au taquet ? Je sais pas, moi je me dis le sexe fait vendre. Hein. Bah ouais, mais à ce point-là, quand même. Enfin, Kardashian, bon, oui, c'est vrai. Quand tu vois les photos de Kim K, etc., avec quand elle est plutôt dénudée et tout ça, je comprends, mais
Ouais, en fait, c'est assez relou parce que t'es en mode le sexe fait vendre. On vient de faire une émission d'1 heure où on dit que non, le sexe fait pas vendre, le sexe détruit des carrières. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en fait, j'aime bien comment on dit le sexe fait vendre, alors que la réalité c'est non, le sexe fait pas vendre. Les fantasmes font vendre, mais pas le sexe. Mais bon, pas dans le cas de Kim apparemment. Et encore une fois, on a quand même pas mal de preuves comme quoi ça a été quelque chose qui était orchestré. Est-ce que ça a été malgré Kim ou pas ? Selon Ray J, non. Mais moi, ça m'étonnerait pas. Quand je vois tout ce qui se passe après, toute l'histoire des Kardashians depuis 15 ans, pour moi, ça me semble très difficile de croire que c'est accidentel. Mais non, le sexe se fait pas vendre. Mais je comprends pas en fait l'engouement de gens autour d'un truc d'il y a 15 ans. Quoi. Moi, j'ai même oublié, tu vois, avant qu'on fasse l'émission, j'avais oublié que Kim K, c'était une sextape à la base. Quoi. C'est qu'elle a bâti un empire qui est tellement plus intéressant que ça, qui est tellement plus diversifié. En tout cas, après... Alors Kim K, je vais aller sur mon opinion, je trouve qu'elle fait rien, je trouve que c'est quelqu'un de très médiocre et qui se nourrit de pas grand chose pour exister. Mais comment est-ce que ça se fait qu'on soit toujours obligé de revenir sur une sextape 15 ans plus tard, alors qu'elle a toutes les cartes en main pour créer quelque chose de bien plus intéressant, de bien plus percutant, voire d'artistique? Je trouve ça dommage en fait, je trouve ça regrettable de se dire on est toujours obligé de revenir sur cette sextape qui peut-être a traumatisé Kim, hein. Encore une fois, je veux pas dire que ça n'a pas été un mauvais moment de sa vie, je dis juste que ça a été orchestré. Mais c'est dommage de tout le temps revenir sur une période de la vie où une femme a été victime plus ou moins en tout cas victime d'un leak et en tout cas a eu sa vie sexuelle exposée sur Internet, plus ou moins consentie. Après, est-ce que le scandale paie ? Est-ce qu'on a d'autres exemples que Kim Kardashian ? Enfin, bon, Paris Hilton, ça a payé, c'est-à-dire qu'elle est devenue plus célèbre, mais elle a dû renoncer à plein de choses en contrepartie et elle n'était pas consentante. Kim Kardashian, ok, on a vu que ça a vraiment permis de la propulser. Pour le reste, on est quand même globalement sur une période de leur vie qui les a soit traumatisés et ça a été très douloureux de passer après à autre chose comme pour Pamela Anderson. Et après, sinon, on est juste sur ok, il y a eu une sextape, ça fait un peu le bruit pendant quelques mois. Tu vois, je pense à Colin Farrell par exemple, et après on passe à autre chose. En même temps, je me dis, en fait, surtout à l'ère d'Internet aujourd'hui, je pense qu'en vrai, tu pourrais pas reproduire ça, à moins que tu sois une énorme célébrité ou que tu sois quelqu'un de très influent qui soit pas dans cet univers-là, genre une politique ou quelqu'un, en effet, qui a une image vraiment hyper clean et qui tout d'un coup se retrouve là-dedans. En vrai, il y a tellement de scandales de nos jours que ça passerait... ça ferait du bruit pendant quelques temps et ça s'oublierait, quoi. Donc, mais bon, dans les années 2090, c'est pas la même chose. C'était pas la même manière de voir les femmes, c'était pas la même manière de voir la sexualité, c'était pas la même manière de parler de sexualité également et de montrer la sexualité. Donc je suis un peu contente d'être en 2023 pour ça, même s'il y a du slut shame, même si tout n'est pas parfait, au moins je me dis que ce genre de choses, je pense pas que ça réarriverait de cette manière-là en tout cas, et qu'on aurait plus facilement tendance à mettre le mot revenge porn sur ce genre d'événement et à soutenir les personnes qui en sont victimes. Mais on va revenir justement sur tous les contextes qui ont fait que ces sextapes ont vraiment explosé, à savoir l'évolution de la diffusion. Et en réalité, c'est ça qui a fait que ces sextapes ont fait énormément de bruit, c'est qu'on parle quand même à la base d'une revente de VHS via un site internet obscur où il y avait que 10 millions d'utilisateurs dans le monde, à finalement des leaks de nude, des deepfakes. Même aujourd'hui, en 2023, on voit comment les choses ont évolué et on voit que finalement, cette notion de revenge porn, cette notion de se faire de l'argent, elle peut passer par d'autres médias aujourd'hui que des nouvelles technologies ont été développées. Mais c'est clair, et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on a commencé par Pamela Anderson et au final, tout a commencé avec Pamela Anderson. Enfin, toute cette histoire de Ingley qui a fait des copies de vente, comme tu disais, de VHS un petit peu sous le manteau, donc on est vraiment les premiers contenus qui se sont diffusés de cette manière à l'époque. Les premiers sites internet qui vont imiter d'ailleurs ceux de Ingley, là, pamsex.com, pamly.com, qui donnent les démarches à suivre pour acheter la cassette qui sera ensuite envoyée par la poste. Très complexe. Mais apparemment, en fait, suite à l'explosion de cette sextape de Pamela Anderson, il y a une vague de sites imitant ceux d'Ingley qui ont vu le jour en fait à la fin de l'année 96, du style nakedceleb.com, Pamewatch et bobnudeceleb.com. Et en fait, vraiment, cette sextape, elle a donné une ampleur un peu historique à Internet et a accéléré. Je pense qu'elle a vraiment été un moteur, un acteur du développement des logiciels de paiement pour pouvoir payer les cassettes. Enfin, t'évoquais tout à l'heure le gars qui faisait le stream, enfin qui faisait du stream et qui permettait d'acheter en direct la cassette et de la voir sur Internet. Donc ça a vraiment été un moteur pour accélérer le développement des logiciels de paiement et des lecteurs vidéo sur Internet. Après, on a évoqué Paris Hilton, Kim Kardashian, donc on est dans les années 2000. C'est l'explosion des formats un peu de style YouTube, avec l'explosion de Pornhub, de YouPorn. Là, on est plus dans les années 2007-2006, donc une facilité de diffusion pour tous les pornos. Et après, on a l'explosion des smartphones et
des selfies. Et c'est là qu'on va avoir les célèbres cas de leak de nude de célébrités. Ouais, c'est vrai. C'était en 2014 ce qu'on appelle le Celebgate, où de nombreuses photos volées de stars se retrouvent sur Internet, que ce soit à caractère sexuel ou juste dénudées. On va retrouver Kirsten Dunst, Jennifer Lawrence, Rihanna, Amanda Seyfried, Kate Upton, Amber Heard. Enfin, on va avoir énormément d'actrices, pas d'hommes évidemment. Ces photos qui vont être mises en ligne sur des forums comme 4chan et qui vont rapidement être recopiées sur d'autres sites et d'autres réseaux sociaux. Et en gros, ce qu'on va savoir, c'est que ce sont 2 hommes qui sont derrière ça et qui ont hacké les comptes iCloud de toutes ces stars. Ils ont fait du phishing, ils ont envoyé un mail à tous ces comptes pour obtenir les noms d'utilisateurs et les mots de passe de leur compte iCloud. C'est comme ça qu'ils ont pu du coup récupérer toutes les photos de ces stars. Évidemment, ce qu'ils ont diffusé, c'était les photos de nus, ce qui montre aussi qu'on est principalement sur un acte sexiste de machoman, parce que des hommes célèbres qui envoient des dick pics ou des photos de nus, je pense qu'il y en a beaucoup, mais ce n'est pas assez croustillant et c'est pas ce que les gens ont envie de voir sur Internet. Donc c'était un moment qui a fait quand même pas mal de bruit, hein. On peut retrouver pas mal de photos encore aujourd'hui sur Internet, malgré les plaintes qui ont été déposées, le fait que les 2 hommes responsables de tout ça ont été arrêtés. Ce qui était assez drôle, c'est qu'on a eu des réactions des médias assez violentes, c'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des vols de photos, mais qui sont les premières responsables ? Les femmes, évidemment. Je vais citer Melty. Jennifer Lawrence apparaît sur des clichés volés complètement dévergondés, nue et dans des positions très choquantes. Et t'as d'autres gens qui vont dire quand on est une célébrité, il faut prendre quelques précautions. Quelle sorte de souvenir est-ce cela ? Enfin, je veux dire, elles sont déjà victimes, mais elles sont quand même un petit peu coupables. On est vraiment sur du pur slut-shaming. Ah bah toujours, hein. Parce que si elles sont nues en photo, même si c'était dans un cadre privé, que c'était que pour elles, eh ben, c'est quand même de leur faute. Ah, c'est toujours le cas, et j'ai envie de te dire aussi que c'est ce genre d'incident qui fait évoluer énormément non seulement les moyens de diffusion, mais Internet de manière générale. On a parlé de Pamela Anderson, pour moi Internet a vraiment connu un bond de fréquentation et on s'est rendu compte qu'on pouvait découvrir ce genre de vidéos sur Internet grâce à l'affaire, en partie à cause de l'affaire Pamela Anderson et Tommy Lee. Mais je vais citer un autre exemple. Je sais pas si on peut pas dire que c'est une sextape, mais le scandale du Nipplegate, est-ce que tu vois de quoi je vais parler ? Ah mais oui, complètement. Ah bien sûr, regardez, Nipplegate, on va parler du scandale qui a éclaté le 1er février 2004 lors de la retransmission en direct du Super Bowl sur CBS, et le duo qui achevait le spectacle de la mi-temps, c'était Janet Jackson et Justin Timberlake. Et en gros, ils interprètent un groupe, tout va bien, ils font Rock Your Body, qui est une très très bonne chanson, je l'aime beaucoup, et à la fin, Justin Timberlake chante Better Have You Naked Body Head on this song. Je préférais que tu sois te voir nu à la fin de cette chanson. Dans un geste qui était dansé, il arrache le bustier de Janet Jackson qui dévoile son sein, mais surtout son téton. Et en gros, cette scène, elle a tellement fait parler, tout le monde voulait voir cette scène, tout le monde voulait la voir, et ça crée YouTube. C'est quand même dingue. Enfin, c'est ce genre d'événement où vraiment... comme tu dis, en même temps, le sexe fait vendre. Pour moi, le sexe fait évoluer, plus que vendre. C'est que si on n'avait pas la sexualité, si on n'aurait pas le porno, on ne serait pas aussi développé sur Internet qu'on l'est aujourd'hui. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que dans cette histoire, Janet, elle a rien fait pour faire ça. Et c'est elle qui a été shamée de A à Z. Elle a dû s'excuser en larmes. Elle a été annulée de plein de concerts. Elle a été annulée de plein d'interventions qu'elle devait faire. Justin Timberlake, lui, est en mode pépère. Rien à foutre, il l'a pas tant soutenu que ça. Je trouve que c'est un peu un trou du cul, Justin Timberlake, sur beaucoup de trucs. Mais Janet Jackson, il y a eu un avant et un après. Vraiment, ça a été horrible. Alors que vous voyez, en direct, c'est un incident. Vous voyez sa réaction en direct sur la vidéo, où elle se cache, où elle est étonnée, elle comprend pas ce qui se passe. Et derrière, tu la vois en larmes à la télévision en train de s'excuser d'un truc qu'elle a pas fait. Enfin, je trouve ça absurde. On a toujours slut-shamé les femmes, mais là, à ce point-là, tu fais bon. D'un côté, on a eu YouTube. Donc, quoi dire, c'est assez burlesque. Ouais, c'est horrible à quel point, en fait, le besoin un peu pervers et voyeur qu'on a tous de voir des célébrités nues, en fait, il fait contre le gré et contre le consentement de ces pauvres célébrités. Et ça fait avancer les technologies, ça fait avancer les évolutions sur Internet, ça fait parfois avancer le droit aussi, parce que typiquement, pour le leak de photos, ça a permis à Apple et à d'autres sociétés du numérique de faire avancer quelque chose sur la protection des données, parce qu'il y avait une grosse faille. Donc ils étaient tous en mode là, oula, attention, faut qu'on fasse attention, ça craint pour notre image, et voilà, faut qu'on protège les données de nos utilisateurs. Donc ça fait aussi avancer la loi d'une certaine manière là-dessus, tout comme les cas de revenge porn, où il a fallu des cas assez graves pour commencer à avoir quelque chose inscrit dans la loi, ou même sur les deepfakes, si on veut avancer un peu plus dans le temps et sur la problématique un peu plus d'aujourd'hui. On est moins sur des sextapes en VHS, mais on va avoir les deepfakes. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie qui repose sur l'intelligence artificielle qui va permettre de superposer en fait des éléments audio et vidéo sur d'autres éléments. En gros, c'est une manière ultra réaliste de modifier le visage et la voix d'une personne.
Et donc, ce qu'on va voir souvent, c'est des visages de célébrités sur des corps de gens qui font tout à fait autre chose. Typiquement, le plus connu et rigolo, c'est peut-être Tom Cruise qui fait de la magie sur TikTok. Mais le moins rigolo, c'est que du coup, la majorité des deepfakes présents sur Internet, c'est principalement des deepfakes pornographiques qui vont concerner des célébrités, des femmes évidemment. On a vu beaucoup, il y avait Gal Gadot, Emma Watson, et même moi, j'en vois beaucoup quand on fait nos recherches, des fois je tombe dessus et vraiment ça me met mal à l'aise. Surtout que c'est très horrible. bien. En fait, c'est de mieux en mieux fait. C'est ça qui est assez saisissant, c'est qu'au début, vous voyez qu'il y avait un détourage, vous voyez en fait la limite de cette technologie. Maintenant, c'est difficile de voir la frontière. Après, moi je pense que les deepfakes, c'est assez limité parce qu'en fait, on sait que c'est pas vraiment les gens et ce qui intéresse les gens, c'est l'intimité. C'est pour ça que pour moi, la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee a très bien marché. C'est que vous avez une partie d'intimité des gens et le porno, c'est un fantasme, mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire que si un jour, l'une de ces célébrités, Gal Gadot ou Emma Watson, fait une sextape, ça va faire un gros boom, beaucoup plus que des deepfakes, où en fait, pour moi, c'est un peu se contenter des miettes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ça a ses limites, mais c'est pas respectueux de la personne, et c'est vraiment pas respectueux de l'image publique de ces femmes, qui sont pas du tout sexualisées de base, enfin, pas sexualisées. Toutes les femmes sont sexualisées d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas qui ont rien fait pour demander ça, et c'est pas leur gagne-pain que d'être des petits objets de fantasme, quoi. Donc c'est vraiment très irrespectueux, et j'ai pas l'impression de voir ça énormément chez les hommes. Tu vois, j'étais tapée sur Pornhub pour regarder s'il y avait beaucoup de deepfakes sur les sites pornographiques d'hommes. Bon, j'en trouve pas tant que ça, j'en trouve quasiment pas, même sur les sites gays. Ouais, pas tant que ça. Tu vois, j'ai trouvé des photos un peu arrangées, un peu sexy, mais je vais pas trouver des vidéos, contrairement aux femmes, où tu peux trouver n'importe quelle actrice en deepfake, à mon avis, sur Pornhub. Non, c'est clair, mais de toute façon, tu vois que les deepfakes ou les leaks de nude ou compagnie, c'est que les femmes qui sont les principales victimes. Donc il y a clairement un biais sexiste dans le fait de vouloir voir des célébrités nues, ça reste toujours les femmes qui sont les principales victimes de ça. Ouais, vivement que ça s'arrête, en 2023, il serait peut-être temps. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité les sextapes ? Non, ça ne m'a pas excitée parce que déjà, je les ai regardées en zapouillant avec un œil fermé parce que j'avais l'impression de ne pas respecter la personne et que principalement je savais qu'elles n'étaient toutes pas consentantes. Donc non, ça ne m'a pas du tout excitée. Par contre, j'ai découvert plein de parcours. Moi, je ne connaissais pas le parcours de Pamela Anderson, ou en tout cas l'histoire de sa sextape. Moi, je n'avais pas vu non plus la série Pam et Tommy, donc j'ai vraiment découvert en faisant les recherches sur cette émission. Paris Hilton aussi, grosse découverte et gros cœur sur elle parce que même si elle joue un petit peu la petite pain bêche, toujours habillée en rose avec son chihuahua, elle a quand même vécu des choses assez difficiles dans la vie et tu vois que la sextape, ça a été un moment hyper traumatisant pour elle encore aujourd'hui. Donc c'était très intéressant de pouvoir se plonger dans ces parcours de femmes qui ont été victimes de la divulgation de ces sextapes et de découvrir aussi qu'est-ce que tout ça a pu apporter et comment aujourd'hui ça se transforme en autre chose avec les leaks de nude ou les deepfakes, que malheureusement les célébrités ne seront jamais protégées et qu'il y aura toujours des nouvelles choses et des nouvelles technologies qui va permettre aux gens en manque de célébrités nues de trouver quelque chose pour les satisfaire. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Eh bien écoute, je pense que c'est l'émission du n'importe qui pour laquelle j'ai regardé le moins de porno depuis le début, très clairement. Non, ça ne m'a pas du tout excitée. J'ai pas vu tant de vidéos porno parce que justement pour moi le fait que ce soit des leaks, même Kimka j'ai pas regardé parce que ça m'intéressait pas tant que ça en fait, mais le fait que ce soit des leaks, des faits que ce soit des vidéos qui ne nous soient pas adressées, qui ne soient pas réalisées dans une idée de montrer mais dans une idée de souvenir, ça me met profondément mal à l'aise et j'ai l'impression de violer une intimité et je peux pas vraiment. J'ai regardé comme toi en fait, j'ai zappouillé en regardant à moitié en mode bon au moins que je sache un peu à quoi ça ressemble et pourquoi, mais tu vois en fait je suis très surprise de voir comment en fait les répercussions sur les principales au féminin intéressées ont été minimisées. C'est vraiment, je m'en rendais pas compte. Pour Pamela Anderson, je trouve que la série Pam et Tommy le montre. Après, moi, je suis un peu triste d'avoir regardé cette série et de m'être rendu compte après coup que Pamela Anderson était très mal à l'aise par rapport à ça, qu'elle n'avait pas donné son avis et que pour elle, c'était revivre un traumatisme au point qu'elle fasse un documentaire Netflix pour l'expliquer, pour avoir une espèce de droit de réponse, ce que je trouve pertinent de sa part, mais bon, c'est pas amusant. Mais je suis très surprise, en effet, je découvre le parcours de Paris Hilton, je suis très touchée par ce qui s'est passé, je suis très surprise en fait, je pensais que c'était calculé comme Kim Kardashian et en fait pas du tout, mais je suis très surprise de la manière dont ces événements ont été minimisés pour les victimes. Je suis très surprise de voir à quel point ça a foutu en l'air les carrières des femmes qu'on a citées aujourd'hui.
Je me dis que en 2023, j'espère qu'on ne reverra plus jamais ça. J'espère que, en tout cas, il y aura des leaks, hein, quoi qu'il arrive, il y aura toujours du chantage, il y aura toujours du leak, il y aura toujours des gens malfaisants, des gens qui voudront se faire de l'argent sur le dos des autres, qui profiteront de la célébrité de certaines, surtout. Mais j'espère qu'on verra plus jamais ça. J'espère vraiment que, en tout cas, si jamais ça arrive, ces femmes seront entendues, seront soutenues et surtout seront défendues par la justice, sachant qu'aujourd'hui le revenge porn est un délit, qu'il est punissable de plusieurs années de prison, d'une grosse somme d'argent, et que si un jour ça arrive, la justice sera du côté de ces personnes, de ces victimes, souvent des femmes, pour les défendre et pour dire que là ça suffit. Les sextapes de célébrités, vous les laissez dans les coffres forts, on va arrêter, on paye les ouvriers et on vole plus les sextapes et on arrête de faire évoluer Internet. Ce serait pas mal. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre plus sur tous ces cas de sextape de célébrités. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison 3 du N'importe Q. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.